voilà, j'ai pas fait des grandes études et je pouvais pas faire grand-chose avec ces études. Donc, je me suis dit, mon plan, c'est tu commences dans la diplomatie et ça va t'ouvrir des portes, quoi. Et je dis souvent quelque chose, je pense que la chance, c'est la préparation qui rencontre l'opportunité. Ouais. La chance, elle n'existe pas. Enfin, tu sais, c'est pas un mektoub comme ça, tiens, bien, tu vois. Et après, on se rapproche, on rigole, tu vois. Puis elle me pose des questions. Je dis, moi, j'ai bientôt fini ma mission. C'est fini. Le public, alors, le public, je voulais plus du tout rester dans le public. C'est des endormis. Je sais pas si je peux dire ça. Écoute. La belle pause. Aujourd'hui, on reçoit Maria. Bonjour. Comment tu vas, Maria? Ça va super Ça va bien? Bonjour, Maria. Ça va, bonjour. Ce que j'aime bien, en fait, Maria, elle rigole tout le temps. Elle a ce vrai, sourire. Elle a un beau sourire. Ouais. Ah, c'est gentil, merci beaucoup. Elle est dans la joie. Bah oui, hein, il faut. Maria, tu es fondatrice de Koua. Oui, Koua. Que veut dire Koua? Koua, ça veut dire force en arabe. Force en arabe. Ouais. Tu donnes la force aux personnes qui ont besoin de survivre. Exact. De survivre, de se dépasser. Ouais, de se dépasser. Ouais, se transformer. Se transformer, ouais. Tu es dans la transformation personnelle, prise de parole. Tu formes les présidents de la République. Exactement, j'étais avec lui là il y a 15 minutes. Avec qui? Avec lui. Lequel? Macron. Ah ouais. Ah, voilà. Tu sais plus quel est le président? Je pense. Ah ouais, les gars, je vous ai dit, ici on reçoit du lourd. Ouais, du lourd. Très lourd. Alors, Maria, comment s'est passée ta journée? Très bien. Tu étais avec le président? Oui. C'était très formel. J'étais avec ma petite chemise en cuir là avec le président. Il m'a trouvé très bien habillée. Ah, super. Tu n'étais pas en veste? Non, classique. il aime bien le côté un peu informel, le côté un petit peu. Mais les jeunes, il a quel âge déjà? 47, 48? Je sais pas. Pas 49. Mais on se pose pas ces questions. Et tu as mangé quoi à midi? J'ai pas mangé. Si, j'ai mangé une petite cracotte avec du Saint-Moré et du jambon de poulet. Voilà. C'est tout? Ouais. Depuis ce matin? Ouais, depuis ce matin. Tu te sens comment là? Bien, bien. En forme? Ouais, en forme. J'étais fatiguée avant de venir, mais là, je me sens en forme. Vous m'avez donné votre énergie. Donc, on a une bonne énergie ici sur le plateau. Là. Ouais. À part quand on confond mon prénom, mais ça, c'est bon, je l'ai passé. C'est pas moi. Est-ce que tu comptes manger après? Ouais. Quoi? D'une dolée? Non, avant de te coucher? Non, je rigole. J'aime pas ça en plus. T'aimes pas le ndolé? Non, j'aime pas ça. C'est le meilleur repas camère, ça. C'est vrai? Bah oui. Non, moi, les le DG, c'est pas mal aussi. Non, mais attends, on va régler ces comptes là. On va régler Aïe, tu l'as piqué. Tu dis que tu n'aimes pas le ndolé? J'aime pas. Je te jure que j'ai essayé d'aimer parce que j'avais envie d'aimer, quoi, mais j'aime pas. Pourquoi? Je sais pas, il y a un truc, il y a un goût que j'aime pas. Le ndolé avec la loco? Et le bâton de manioc, tu aimes pas? J'aime pas du tout. T'aimes pas? Le hérou. Le quoi? Non. Le hérou, c'est bon, les hérous. Les hérous. Par contre, j'aime bien le gombo. Ah, le gombo. Le gombo. La sauce gombo. J'aime bien le avec poisson le foutou brisé. Ouais, ça j'aime bien. Foutou banane ou igname? Bah, les deux, j'aime bien. Les deux. Ouais, mais pourquoi tu aimes bien le gombo? Je sais pas, j'aime bien. C'est léger? Ouais, c'est diète. Mais la texture, ça te déplaît pas? Non, ça va. En fait, j'en ai beaucoup mangé au Brésil parce que j'habite au Brésil. Ah, oui. Et j'en ai beaucoup mangé au Brésil, du coup, ça me rappelle le Brésil. Et qu'est-ce que tu as bu? De l'eau? L'alcool? Aujourd'hui? Oui. De l'eau, beaucoup de café. De l'eau avec beaucoup de café? Ouais. Pourquoi le café? Parce que je me suis couchée tard hier. Et donc, aujourd'hui, je me suis levée trop. Et je devais travailler. À quelle heure tu prends ton dernier repas le soir? Franchement, je vais pas te mentir, j'ai pas de routine dans la vie. Genre, je peux, tu vas manger 3 fois par jour. Et je peux en manger 1 fois par jour. Je peux manger très tard, je peux manger pas tard. J'ai pas de routine, pas du tout. Okay. En fait, je pose ces questions parce que... Je suis curieuse de savoir pourquoi. Parce que je me demande, est-ce que ça a un impact dans la prise de parole? Complètement. Ce qu'on mange, ce qu'on met dans le ventre, ouais. Ah ouais. ça a un impact positif ou négatif? Complètement négatif. L'hygiène de vie, en fait. Ouais, l'hygiène de vie. C'est important. Ah ouais. Franchement, c'est très, très important. Moi, par contre, c'est vrai que je fais très attention à ce que je mange. Quoi. Je mange bien, je mange pas beaucoup de féculents, je fais beaucoup de sport. Mais ouais, je pense que quand tu prends la parole, quand je sais que je vais prendre la parole, d'ailleurs, je mange pas. Tu vois, d'ailleurs, j'ai pas fait de repas parce que je me suis dit, bon, je vais pas arriver comme ça. C'est vrai, à ce sujet-là. Tu m'as dit tout à l'heure, avant qu'on soit sur le plateau,
De ne pas manger les cacahuètes. Mais la preuve, là, ta voix, elle a changé, là. Non, T'as mangé ou pas les cacahuettes? J'ai mangé les cacahuètes. Ah, il t'a dit de pas le faire. C'est pas moi. Je lui ai dit, ne mange pas de cacahuètes avant de passer sur le plateau. Ouais. Et là, maintenant, regarde. Là, maintenant, il est en forme. Après, il y a le côté que t'as envie de dormir. Donc, c'est vrai qu'elle a raison de garder le ventre vide pour... Mais pour nous aussi, on aime bien le riz. Nous. Moi, ça, tu nous conseilles le riz ou tu nous déconseilles? Bon, ça dépend. Ça dépend combien de fois par jour, ça dépend si c'est tous les jours. Nous, les Renois, il faut que ça déborde. Hein. Le plat, gros truc, la quantité. Non, le riz, c'est bien, ouais, c'est bien. Ouais. Bien. Mais ce que j'ai découvert, apparemment, le riz, il faut le laver plusieurs fois. Ouais. Avant de le préparer. Ah ouais, tu savais pas? Et je savais pas pourquoi manger, toi. Non, parce que mon ami, dès qu'il mange le riz, il dort. Et il savait pas ça non plus. Ah ouais. Il m'a appris qu'il fallait laver le riz plusieurs fois avant de manger. Ouais. De le préparer 3-4 fois. Mais ça, les femmes le savent. Les hommes le savent. Ah d'accord. Ah, non, ouais. Et tu fais du sport combien de fois par jour? Par semaine? Par semaine. Écoute, là, on est en plein lancement publicitaire. Donc, ça a été vraiment le feu. Ouais. Donc, cette semaine, franchement, j'ai fait 2 fois du sport, peut-être 2 fois. Normalement, 5 fois. 6 fois. 2 fois, combien de temps à peu près? C'est des petites séances que je fais chez moi. Je ne fais pas comme Nicolas Sarkozy, il avait dit, lui faisait une heure par jour. Non. Si, ça dépend en fait. Quand j'ai le temps, quand j'habite au Mexique par exemple, je vais à la salle de sport, je fais 1 heure, 1 heure et demie, tu vois. Ouais. Je prends mon temps, quoi. Mais tu sais, la dernière fois, j'ai écouté l'interview de Sarkozy où il dit tous les jours, il fait 1 heure. Je me suis mis à faire du sport. Et au bout de 3 jours, mince, je me suis blessé. Merde. Je me suis dit, Sarko, il m'a eu encore comme d'habitude. Oh là là, purée. Alors, Maria, à 17 ans, tu décides de quitter la France. Ouais. Tu pars à l'étranger. Je pars, ouais. Pourquoi? Écoute, j'avais une opportunité. Je pense qu'on va commencer par là. Après, nous, on est beaucoup partis, tu vois. Donc, moi, je suis d'origine algérienne et espagnole. Et du coup, l'été, on partait beaucoup avec mes sœurs. Donc, on a quand même on avait quand même déjà cette culture, cette habitude de partir loin des parents, de partir seul, bon, avec la famille, bien évidemment, mais déjà de partir. Et là, j'ai eu une opportunité. J'ai connu une fille qui s'appelait Maria. Une Maria encore? Une Maria. Maria Terrible, Maria Bis, qui est devenue ma meilleure amie. Et en fait, elle était mexicaine et elle est venue. En fait, on s'est retrouvés dans la même école, dans la même classe. Et elle m'a présenté les gars du programme. Elle m'a dit, vas-y, essaye. Sauf qu'elle, elle venait d'une bonne famille. Moi, je venais d'une famille plutôt modeste, tu vois. Et du coup, je me suis dit, ça va pas passer. Et je me suis dit, elle m'a dit, mais vas-y, essaye, on sait jamais, tu vois. Et ça a passé. À 17 ans? À 17 ans, ouais. Tu es mineur? Ouais, je suis mineure, ouais, il fallait partir mineur. Donc en fait, c'est avec le Rotary Club. Ouais, c'est ça. C'est avec le Rotary Club, vous connaissez? Ouais. Non. Ouais, tu connais? Ouais, le Rotary Club, ouais, je connais. Le Rotary Club, en fait, il y en a partout, vraiment dans toutes les villes, dans tous les pays. C'est un club qui... Élitiste? C'est un club élitiste. Alors en plus, c'est un club, on va dire que c'est des personnes qui ont très bien réussi et qui s'associent pour pour entreprendre des activités caritatives, tu vois. Donc, par exemple, il y a des clubs qui vont faire des activités, vendre, je sais pas, du pain, des événements, pour récolter de l'argent et donner cet argent à des organismes qui s'occupent des enfants malades. Voilà. Et du coup, une partie de l'échange, une partie de leur programme à eux, c'est l'échange des jeunes. Mais tu dois être mineur parce que quand tu arrives là-bas, dans le pays, tu dois, donc ton autorité suprême, c'est le Rotary. Tu as un conseiller, c'est lui qui gère vraiment toutes tes règles et tout. Et après, tu es confié dans une famille. Et si la famille, elle te dit, tu sors pas, tu sors pas. Si la famille, elle te dit, tu fais ci, tu fais ça. Tu vois. Ok, tu n'es pas parti seul, il y avait quand même un encadrement. Ouais, il y avait un encadrement. Ouais. Mais tes parents, ils ont dit quoi de tout ça, en fait? Mes parents, ils étaient chauds. Par rapport à ton départ, tout ça. Ça va, mes parents, ils étaient justement parce que c'était encadré. Oui, pour la première fois, ils étaient chauds. La maman ou le papa? Les deux. Papa aussi? C'est ma mère qui décide chez moi. Je vous annonce que c'est les femmes chez moi qui décident. Tout à l'heure, j'ai dit, la dernière fois, j'ai dit dans une émission que les femmes avaient le pouvoir. Oui. Alors, là, elles viennent de confirmer. Elles m'ont dit non. Je suis d'accord. Elles ont dit non. Toi, chez toi, tu as le pouvoir, bien sûr. Bien sûr, évidemment. T'as le pouvoir. Ah ouais, c'est ça. Donc, le papa n'était pas d'accord? Non, ça va. Il était...
Ils suivaient, tu vois. Parce qu'il y avait un encadrement quand même, tu vois. C'était un truc sérieux. Le Rotary, c'est sérieux quand même, tu vois. Et c'est très élitiste. Il y a une réputation, j'imagine. Ouais, exactement. Et c'est élitiste, tu vois. Et je pense qu'au contraire, c'était plutôt, waouh, ma fille va faire un truc bien, quoi. Ouais. Et tu es parti combien de temps? 1 an. 1 an. Tu es revenu en France à 18 ans. Je suis revenue en France à 18 ans. Tu as repris les études ou... Oui, j'ai commencé la fac. Ouais. J'ai fait une fac à Dijon. J'ai détesté Dijon. Donc, juste quand tu es parti à 17 ans, les études, tu avais arrêté? Oui. J'avais passé mon bac, ouais. Et en fait, là-bas, j'étais scolarisée. Ouais. Et voilà, c'est une année que tu perds en quelque sorte. Tu peux la revalider, mais moi, j'avais pas envie de la revalider. J'avais envie de donc, quand tu reviens, tu repars à la fac, tu poursuis tes études. Ouais, je commence mes études à la fac. Ouais. Je déteste, vraiment, je déteste. Quelle étude? Tu détestes? Lettres. En fait, je m'inscris en droit, je change d'avis et je me mets en lettres parce que je voulais faire du journalisme. Je voulais être comme vous, les gars. Ah non, on n'est pas journaliste. Ah non, attends. Je voulais être journaliste aussi. Je voulais écrire les 40 questions. Oh, mais tu sais, le journalisme maintenant. Ouais. Bah, ça s'est démocratisé. Hein. Oui, bon, après, journaliste quand même, je pense que nous, ici, on est un peu comme des... Comment on pourrait se définir, non? On va dire débutants. La dernière fois, c'est pas toi qui avais dit nuilaliste, c'est ça? Oui, nuinaliste. Nuinaliste, c'est-à-dire? Parce qu'en fait, il y a un journaliste. Ouais. Jour. Et comme je me considère pas comme une journaliste encore, j'ai transformé jour en nuit. Je fais un jeu de mots, nuinaliste. Ah, nuinaliste. Donc, il moi, y a la suis partie naliste. Toi, t'es un moinaliste? Ok. Ouais. Mais en fait, on a une partie, mais on n'est pas encore complet en tant que journaliste. Quoi. Okay. Donc, l'école, t'aimais pas l'école? La fac, j'ai pas aimé. J'ai pas du tout aimé la vibes. Tu vois, dans ma promo, c'était nul. Vraiment, il n'y avait pas de vibes, il n'y avait pas d'ambiance. Moi, je revenais de 1 an au Mexique. Et oui, c'est ça. Tu vois, moi, c'était le feu dans ma tête. Tu vois ce que je veux dire? J'avais grave aimé. C'était à Dijon. Ah, c'était pas à Saint-Denis? Non, c'était pas à Saint-Denis, c'était à Dijon. Et ouais, j'ai pas aimé, je sais pas, j'ai pas aimé l'enseignement, j'ai pas aimé la vibe, j'ai pas aimé Dijon. J'ai pas aimé, quoi. Puis tu avais arrêté aussi l'école pendant 1 an, enfin, une certaine scolarité à la française. Ouais. Pour voir autre chose, plus peut-être des choses, comme tu as dit, caritatives, manuelles. Ouais. Puis là, tu arrives dans, il faut t'asseoir, peut-être des matières qui ne t'intéressent pas forcément, donc c'est plus compliqué aussi. Ouais, c'est vrai, tu as raison. Je pense que c'était pas vraiment le côté, tu sais, être en classe. J'aimais bien, justement, moi j'aimais bien être en cours et tout, mais c'est vrai, en fait, c'était aussi, tu vois, pour moi, la littérature, ça allait être cool, tu vois, ça allait être justement une manière de voir, d'interpréter, tu vois, des pensées, des systèmes de pensée, des croyances, etc. Au final, c'était très, très, très strict la manière, tu vois, d'enseigner la littérature. Du coup, j'ai pas aimé. Et j'ai pas aimé la ville non plus. J'ai rien aimé. Et en fait, à ce moment-là, j'ai mon amie Maria, justement, qui décède. Ah. Et ouais, et du coup, là, c'est là vraiment, tu sais, grosse remise en question. Tu sais, j'étais jeune. C'est dur parce qu'on était très amis. C'était comme ma sœur, tu vois. Ouais. Et là, ouais, je sais pas, j'ai perdu un petit peu. J'avais plus envie d'être là, quoi, tu vois. Et j'ai eu une opportunité de repartir et je suis repartie direct. Et dans quel pays? Vers quel pays? Au Mexique. Au Mexique, ouais. D'accord. Au Mexique. À 19 ans? D'accord. À 19 ans, ouais, du coup. 19 ans. Est-ce que tu laisserais ta fille aujourd'hui partir à 17 Jamais. ans? Non, je rigole. Papa, je sais maman, pas. vous avez entendu, hein? Non, le Rotary, peut-être, ouais. Ouais. À 17 ans? Comme ça, toute seule à 17 ans, non. Sans le Rotary, je sais pas. Hein. Ouais. Toi, tu laisserais? C'est une excellente question. Moi, j'ai un peu le même parcours que toi. Je suis partie aussi à 19 ans en Angleterre. Je suis un peu partagée. Je la laisserais, mais je pense que ça dépendrait de son niveau de maturité et puis de son niveau d'observation aussi du monde, de la conscience qu'elle a, des dangers. Parce que je pense que l'âge, ça veut rien dire. On peut être mature plus jeune. Ouais. Et je pense que on aurait une belle grosse conversation avant de prendre la décision. Et après, en fonction de ce qu'elle a envie de découvrir, peut-être, pourquoi pas. Ouais. Donc, je ne sais pas. Mais Maria, dis-moi, quand tu es arrivée au Mexique, est-ce que tu as continué tes études, en fait? Ouais, j'ai continué. Oui, parce tu as fait quoi? J'ai continué les lettres, en fait. J'ai continué avec la même fac. Je me suis inscrite dans un programme... En fait, il fallait avoir des bonnes notes pour pouvoir t'inscrire dans un programme de continuité, enfin, tu sais, en ligne, quoi. Comment ça s'appelle? Le CFOAD. Donc, j'avais déjà validé mes 2 premières années. Non, j'en ai validé 1,5, enfin, un truc comme ça. Et je me suis inscrite et je me suis dit, voilà, il faut que je continue. J'avais pas envie de continuer, j'aimais pas du tout, mais en fait, je me suis dit tout simplement, il faut que je fasse des études, quoi. Parce que, moi, je venais pas du tout d'une famille
aisée. Mais je savais qu'il fallait que je fasse des études pour gagner ma vie, quoi. Tu vois, j'avais de l'ambition et tout. Et je savais pas ce que je voulais faire. Mais je savais que je voulais pas être pauvre, quoi. Je savais que je voulais vraiment toucher de la thune, quoi. Je voulais de l'argent. Non, c'est vrai, c'était très important déjà très, très tôt. Oui, elle a compris très tôt, c'est bien. Ouais. Elle a compris très tôt qu'il fallait se faire de l'argent. Ouais. C'était important. Ouais. Et j'avais une conversation avec ma petite sœur, c'est drôle parce que donc on est 3. J'ai une petite sœur qui a 15 mois de moins que moi, donc elle est vraiment très proche. Et tu vois, on parlait et je disais, moi, depuis que j'ai 15-16 ans, je pense à la retraite de mes parents. Elle n'avait jamais pensé à ça, tu vois. Ah, d'accord. Oui, donc tu as conscience, tu as vraiment une conscience de l'argent. Ouais, vraiment. Depuis que je suis très, très jeune, depuis que j'ai 13 ans, tu vois, j'ai commencé à travailler. Je ne dirais pas dans quoi, mais... Merci. Maria, on fait une petite pause, une belle pause avec ABF Studio. Alors, Maria, après, tu te retrouves en Afrique. Avant ça, au Brésil. Hein. Au Brésil. Ouais. Tu fais le Mexique. Ouais. Le Brésil. Je fais le Mexique, je repars pour 6 ans. Tu vois. Donc là-bas, je finis ma licence. En même temps de la licence, je commence une école de couture, de haute couture. Donc j'apprends à coudre et tout, à faire des patrons, tout ça. Ah ouais. Ouais. Et... Tu voulais devenir quoi? Styliste ou couturière? En fait, c'est parti vraiment d'une opportunité. C'est-à-dire que quand je suis là-bas, je commence à faire une petite dépression. Tu vois, il y avait ma petite, mon amie qui est décédée. Et je perds beaucoup de poids. Tu vois, j'ai des troubles alimentaires et tout. Et je perds 10 kilos. Tu vois, je suis très, très mince, très, très, très mince. Déjà, j'étais pas... Je faisais, je sais pas, peut-être 55. Là, j'étais à 47 kilos, tu vois. Et du coup, toutes mes affaires, j'avais plus d'affaires, tu vois. Donc, j'allais tout le temps chez la couturière. Et au final, on terminait par prendre le café. Vas-y, fais-moi ça, fais-moi ci. Découpe-moi ci, découpe-moi ça. Et je me suis dit, j'aimerais trop savoir le faire, tu vois. Et c'est comme ça que je me suis dit, vas-y, je vais commencer à regarder des formations. Il y avait des formations, il y avait plein de formations. Au Brésil, hein? Au Mexique. Au Mexique, ouais. Et du coup, voilà, je fais ma petite école de couture. Et c'est comme ça que... Ouais. Mais c'était quoi? C'était pour gagner de l'argent? Ou c'était juste pour un apprentissage comme ça? Ou c'était un métier futur pour toi? Ouais, je me suis un peu projetée, c'est vrai, tu vois. Je me suis dit, peut-être que ça peut déboucher sur quelque chose. Mais c'était plutôt pour le kiff. Et dans un premier temps, tu vois, genre... ça me plaisait de le faire. J'en avais besoin en plus parce que j'avais toutes mes affaires à refaire, tu vois. Ouais. Et voilà, et c'était mon petit plaisir, quoi. Après, mais tu n'as jamais ressenti ce côté où tu te sentais seule? Tu perds ta meilleure amie, tu es loin de ta famille, loin de tes sœurs. Pourquoi tu n'es pas revenu en France auprès de la famille? Bien évidemment, il y avait un homme derrière tout ça. Là, il a creusé. C'est pas moi, j'ai pas creusé. Non, tu pars pas au Mexique comme ça, sans rien. Non, il y avait un Mexicain. Ok, donc tu étais amoureuse. Ouais. Voilà. Ouais. Ouais. Voilà. L'amour, ça fait voyager. Ça fait voyager, ça fait rester. L'amour donne des ailes. Ouais, vraiment. Donc, non, j'étais pas toute seule là-bas, quoi. J'avais quand même beaucoup de copines là-bas. J'avais du coup la personne avec qui j'habitais là-bas, sa famille et tout. Tu vois. Et comment donc le pont entre le Mexique et le Brésil? Donc le Mexique, pour vous la faire courte, ça se passait pas très bien avec cette personne et tout. Et il me fallait une porte de sortie, quoi. Et puis surtout, en fait, il fallait que ma carrière elle décolle, quoi. Et du coup, je me suis dit, OK, il y a un beau créneau là sur ce que je fais moi. J'avais fait du coup un master d'ingénieur pédagogique. Et je me suis dit, le bon créneau, c'est de commencer à travailler avec le ministère des Affaires étrangères en tant que diplomate. Donc, c'est ce que je fais. Je commence à regarder. Et il y a tous les ans une opportunité de partir. Ça s'appelle un stage. Comment ça s'appelle? Stage diplomate. Non, c'est un stage de 9 mois, 10 mois. Et il y a soit partir dans des entreprises, des alliances françaises, etc., soit partir
avec l'ambassade. Donc moi, je suis partie avec l'ambassade pour travailler dans la marine du Brésil. Et du coup, c'était un mini... c'était même... Tu es resté combien de temps au Brésil? Au Brésil, 10 mois. 10 mois. Et c'était mon premier poste de diplomate. Alors. Ouais. C'était le premier poste de diplomate. Je suis restée là-bas, j'ai grave kiffé. C'est trop bien le Brésil. C'est le soleil. Quelle ville? Rio. Janeiro. Ah oui. Est-ce que c'est le soleil qui t'attire au Mexique, au Brésil? Ouais. Mais il y avait ça dans le sud. Elle est solaire. Hein. Non, pas comme ça. À Noisy-le-Sec, il y a du soleil. À Noisy, au Aubervilliers. C'est toi qui as choisi le Brésil ou c'était dans la... Il y avait une liste. J'ai d'abord mis Brésil, après Canada, mais je voulais pas partir au Canada. Mais en fait, j'ai choisi vraiment les missions diplomates parce que j'avais mon plan. Mon plan, c'était comme j'avais pas des grandes études que j'ai pas fait des grandes études et je pouvais pas faire grand chose avec ces études. Donc je me suis dit, mon plan, c'est tu commences dans la diplomatie et ça va t'ouvrir des portes, quoi. Et du coup, il y avait ça, il y avait le Brésil, il y avait Canada. Et j'étais pris sur mon premier choix. Ah ouais, tu fais presque toute l'Amérique, quoi. Ouais, je te jure. Et ensuite, tu te retrouves en Afrique. Et après, je me retrouve... Après, je pars du Brésil. J'ai trop aimé le Brésil. Je voulais vraiment rester. On me repropose le poste. Mais là, je me dis, non, il faut que j'apprenne à parler anglais déjà. Deuxièmement, je voulais un vrai poste, tu vois, de diplomate. Parce que là, tu es en stage. Là, ouais, c'est un mini contrat. C'est un contrat mini diplomate. Donc, j'ai été quand même diplomate, mais tu vois, genre, c'est pas aussi prestigieux qu'un vrai contrat diplomate. D'accord. Et là, je me dis, OK, il me faut un VIA. Et donc là, c'est le... VIA qui veut dire... VIA, ça veut dire Mission de volontariat international en ambassade, du coup. Enfin, en administration ambassade. Et tu peux le faire en entreprise. Il y a plein de personnes, tu sais, qui Mais pour quelle ambassade La France. La France. Elle représente la France, mon gars. Ouais, à l'étranger, elle est ambassadrice. Non, pas tout à fait, mais bon. Un peu. Enfin, modeste. Bah oui. Ambassadrice, mini-ambassadrice. Et voilà, donc j'atterris en Afrique du Sud. J'avais pas du tout envie de partir en Afrique du Sud, franchement. Et pourquoi tu es parti là-bas? Parce que, en fait, j'ai fait... parce que la mission, elle était bien, le salaire était bien. Et c'est pas que j'avais pas envie de partir, c'est que je connaissais pas du tout, j'avais aucune référence. Tu vois, j'avais jamais personne qui avait été là-bas, qui... L'appréhension, en fait. C'était plus de l'appréhension. Ouais. Puis tu vois, moi, j'étais habituée à l'Amérique latine, c'était ma vibe, quoi. Ouais, mais Maria, là, tu es en Amérique, là, tu es au Brésil. Ouais. Tu fais tout le tour, tu passes l'Algérie, et tu regardes ton pays, et tu te retrouves en Afrique du Sud. Ouais. Pourquoi tu changes pas, tu pars pas dans un autre pays d'Afrique, l'Algérie, le Maroc? Il n'y avait pas les missions que je voulais. Il n'y avait pas. Ouais. Franchement, c'était la plus belle mission, le plus beau salaire et tout, c'était l'Afrique du Sud. Et surtout, il fallait que j'apprenne l'anglais. Tu vois, pour moi, j'avais un plan. Vraiment, mon plan, c'était, tu vois, je savais que je voulais m'ouvrir des portes et je savais qu'avec ce que j'avais en poche, j'avais pas beaucoup de chance de le faire. Donc, Maria, l'Afrique du Sud, mais tu tombes dans quelle ville, en fait, après? En Johannesburg. Ouais. Capitale, elle va pas aller au village. Ouais. Tu vas être au village, non? J'étais à Soweto aussi, beaucoup. Ouais. Ah oui, une belle histoire. Dans les ghettos? Ouais, dans les ghettos, ouais. Ah, c'est vrai? Ouais, en fait, on avait une petite alliance là-bas à Soweto, donc j'allais souvent là-bas. Et j'ai commencé à travailler dans des organismes avec un ami, un Sud-Africain, qui a ouvert un grand centre pour les enfants, c'est qui accompagne les enfants. Et voilà, quoi. Enfin, j'ai beaucoup de choses. Tu peux juste te rapprocher du micro, s'il te plaît? Bien sûr. Voilà. Ouais. Et oui, Soweto. Et là, tu tombes sur certaines personnes. Tu me racontais la dernière fois que tu tombes sur un certain Olivier Laoucher, qui est le boss de Trace. De Trace TV, la première chaîne urbaine de France. Et là, tu commences à bosser pour Trace. Exactement. Je fais mes 2 ans de diplomatie avec l'ambassade. Et je connais, et au final, je rencontre la femme de Olivier qui me présente Olivier. En Afrique du Sud? En Afrique du Sud, ouais. Et sa femme me dit, oui, je pense que ton profil peut plaire à mon mari. Moi, je me dis, Trace TV, mais j'ai jamais fait de musique. Qu'est-ce qui va, pourquoi, tu vois? Et en fait, il était en train d'ouvrir une start-up incubée par le groupe qui s'appelle Trace Academia. Et Trace Academia, c'est une application de cours en ligne qui est gratuite, qui est mise à disposition de toutes les personnes qui regardent Trace et Trace Academia, du coup. Et en fait, le business model, c'est d'aller chercher de l'argent chez les entreprises et de leur dire, voilà, nous, on est un média, on touche tant de personnes.
donnez votre expertise. Par exemple, L'Oréal, voilà, vous avez une expertise sur les cheveux. Donnez votre expertise sur les cheveux. Comme ça, les gens, ils vont apprendre vraiment l'expertise avec vous. Donc, c'est du branded content, quoi, tu vois. Ouais. Et voilà. Et c'est comme ça que je commence. Donc, je suis la première personne sur le projet. Je le suis partout. Je fais tout. Je fais du marketing, tu es la boss, de la vente. c'est ça? Franchement, au début, je suis plutôt la secrétaire. Je suis la petite, quoi, tu vois. Ouais. Tu avais quel âge à peu près? J'avais 25 ans. 26 mais... ans. 25, 26, ouais. Tu t'es motivée quand même. Tu avais des ambitions quand même depuis toute petite. Hein. Ouais. Tu es née avec ou ouais. Tu t'es fait inspirer par une personne ou... Non, je sais pas, j'ai toujours été déter. Non, mais je remarque aussi dans son parcours qu'il y a beaucoup d'opportunités. Hein. Elle est tombée sur beaucoup d'opportunités à chaque fois, dans chaque pays, en fait. Mais là, elle les cherche, quoi. Elle attire la chance. Oui, elle les crée. Hein. Elle les crée. Non, je pense qu'elle C'est drôle que tu dis ça parce que je dis souvent quelque chose. Je pense que la chance, c'est la préparation qui rencontre l'opportunité. Ouais. La chance, elle n'existe pas. Enfin, tu sais, c'est pas un mektoub comme ça, tiens, bien, tu vois. Je pense que c'est vraiment c'est la préparation et l'opportunité. Mais c'est vrai que j'ai eu beaucoup d'opportunités, tu vois. Mais je les ai cherchées. Tu les as cherchées. Tu vois. Tu connaissais les codes un peu pour avoir... Non, parce que tu sais, j'étais pas connectée sur le monde du marché. J'étais pas connectée sur, tu vois, les écoles, les grandes écoles, les stages, etc. Mais... Tu avais la tchat? Non, mais en fait, la tchat et le sourire. Toujours. La tchat et le sourire. Non, mais elles ont trouvé au bon moment, au bon endroit à chaque fois. Ouais. En fait, tu sais, par exemple, le Rotary, tu vois, j'ai entendu, j'ai commencé à chercher, j'ai posé des questions. Pareil pour le stage au Brésil, là, tu sais, les trucs de diplomatie. Il y a quelqu'un qui en a parlé une fois, après, je me suis renseignée. Enfin, tu vois, j'ai pas laissé passer le truc, quoi. En fait, j'avais un plan. Et du coup, pour moi, l'exécution, il fallait trouver des opportunités. Et c'est juste, tu vois, les opportunités, c'était l'exécution de mon plan. Mon plan, c'était de devenir riche. Et comment devenir riche? C'était apprendre plein de langues et commencer dans la diplomatie. C'était ça mon plan. Et du coup, exécution, voilà. Vous avez entendu, pour devenir riche, première étape, des langues. Les langues, clairement. Français, anglais, espagnol. Quand tu n'as pas fait HEC, les langues, ça te sauve. Bon, il va falloir que je m'y mette, hein, parce que moi, je veux être riche. on peut passer en anglais, du coup. Et comment tu rencontres, tu deviens justement, tu dis oui, tu rencontres la femme de Olivier Laouchet. Et là, tu fais la rencontre avec Olivier. Tu deviens secrétaire ou tu gères l'administration pour l'application. C'est pas vraiment secrétaire, je rigole quand je dis ça. Mais en fait, c'est une start-up, quoi. Quand ça commence, il y a... tout, hein. Ouais, c'est ça. Il y a une personne. Du coup, j'étais la seule employée. Et je faisais tout, quoi. Tu vois, il allait en rendez-vous client. J'allais en rendez-vous client avec lui. On commençait à travailler avec le marketing. Je commençais à travailler avec le marketing. Après, on a commencé à faire le contenu. Donc ça, par contre, ça, c'était mon métier, être ingénieur pédagogique. Et moi, après, du coup, j'ai pris la plus grosse équipe, c'était l'équipe de contenu. Et du coup, dans le contenu, il y avait 5 équipes. Tu vois, il y avait l'académie, parce qu'en fait, c'est de l'expertise académique, tu vois. Donc, c'est les ingénieurs pédagogiques. Après, c'est la partie éditoriale. Donc, c'est les gens qui vont écrire les scripts avec de la vibes, parce que nous, ce qu'on vendait, c'était quand même c'était des métiers un peu sexy, tu vois, c'est-à-dire que comment tu fais en sorte que le métier d'électricité, par exemple, parce qu'on a eu un contrat avec Schneider, comment tu fais en sorte que le métier d'électricité, il donne envie à des jeunes de 17 ans. Trace, du coup, l'expertise, c'était de dire, nous, on est dans la musique, on sait parler aux jeunes, quoi. Donc, il y avait une grosse équipe sur la partie éditoriale, on appelle ça. Production, post-production et intégration dans le CMS, dans la plateforme. Donc ça, j'étais en supervision de toutes les équipes. Ouais. Avec le recul, est-ce que tu sais ce que la femme d'Olivier a vu en toi pour te proposer ce poste? Mais déjà, comment tu as fait pour la rencontrer? Oui, aussi. L'Afrique du Surtout, Sud. Oui, voilà, c'est grand, Johannesburg. C'est pas Barbès. C'est pas Barbès. C'est pas Château-Rouge. Ouais. C'est pas le KFC de Château-Rouge. Alors, je l'ai rencontrée au KFC. Non, je rigole. Elle mange pas KFC, je pense pas. C'était quoi? Tu l'as rencontré, tu l'as contacté par Internet? Je l'ai rencontré parce que quand je travaillais à l'Alliance française, donc avec l'ambassade, en fait, une des missions que moi je faisais, c'était on avait des budgets du gouvernement de Monaco pour réduire le gap du digital en Afrique du Sud. Et donc, du coup, moi, j'animais des workshops avec des jeunes, en fait, tu vois, des jeunes qui voulaient apprendre à coder, etc. Et elle était volontaire dans une des associations avec lesquelles je travaillais. Okay. Voilà. Et en fait, j'ai mon patron de l'époque, tu vois, qui m'a dit rapproche-toi de Christelle. Elle va t'aider avec l'association, quoi.
Et après, on se rapproche, on rigole, tu vois. Puis elle me pose des questions. Je lui dis, moi, j'ai bientôt fini ma mission. C'est fini. Le public, alors, le public, je voulais plus du tout rester dans le public. C'est des endormis. Je sais pas si je peux dire ça. Écoute, s'ils sont endormis, ils sont endormis. Non, ils sont endormis, ils sont endormis. En fait, c'était trop endormi pour moi. Moi, j'étais trop, tu vois. Puis en plus, je déteste faire semblant. Ouais. C'est-à-dire qu'en plus, t'es en endormi et derrière, tu dis que tu bosses toute la journée. Frérot, j'ai vu les pauses que tu viens de te faire. Tu peux pas mentir. Tu vois ce que je veux dire? Même moi, j'étais au ralenti, tu vois. Du coup, je lui ai dit non, le public, c'est fini. Et quand je lui dis ça, elle me dit, ah bon, mais c'est dommage parce que t'es vraiment engagée dans l'éducation, etc. Et je lui dis, ouais, mais on n'est pas dans le public. Et là, elle me dit, ah, mais attends, je vais te présenter à mon mari. Parce que moi, je revenais du Brésil, donc je parlais portugais. Et lui, il ouvrait au Brésil en plus. Et il avait besoin d'une personne qui gérait voilà, le côté contenu académique. Tu vois. En fait, toi, ton histoire, là, c'est spécial. Il y a toujours les gens qui te présentent leur mari. Ouais, c'est bien. Hein. Attends, parce que Maria, là, aussi, elle rencontre ma femme qui lui dit, bah, attends, il faut que je te rencontre mon mari. C'est vrai. Ah, bah, tu vois, moi, je suis pluguée avec les femmes, tu vois. C'est génial, c'est bien. Est-ce que pour toi, en fait, c'est une stratégie pour la rencontre des bonnes personnes de passer par les associations? Pour les jeunes, une personne qui veut faire des rencontres, des bonnes personnes, est-ce qu'il faut passer par les associations et rendre service un peu? Ouais, je pense. Je pense que c'est une bonne approche. Après, je pense que dans les assos, tu rencontres des gens qui sont aussi engagés, qui sont quand même, tu vois, alignés avec ta mission. Et puis le pouvoir du network, il est impressionnant. Quoi. Surtout. Moi, on m'a toujours dit qu'il faut payer parfois 5 000 € pour aller à certains événements et rencontrer le directeur, le PDG de tel, et c'est là que tu te fais ton réseau. Et toi, tu passes par une association où tu payes rien du tout. Rien du tout. Parce que son objectif, c'est d'avoir de l'argent et pas d'en dépenser. Exactement, exactement. Donc, vous avez compris, pour devenir riche, il faut rendre service avant. Voilà. C'est ça. C'est vrai, hein, franchement. Mec, mais Maria, dis-moi, tu es restée combien de temps au total en Afrique du Sud, voilà. 6 ans. 6 ans. 6 ans, ouais. Ah, d'accord. Tu as bronzé? Non. Non? Tu es restée la blanche? Ouais. Ouais, franchement. Elle était dans l'entreprise, elle faisait que travailler. Ouais, non, dans la clim, travailler vraiment. Non, j'aime pas trop être au soleil, moi. Pas... Donc, tu as fait le tour en Afrique du Sud, donc après, tu t'es dit, il faut que je rentre. Ouais. Alors, c'est à partir de Trace TV que tu t'es dit, il faut que tu rentres directement? Non, en fait, je fais 2 ans donc, en diplomatie. Après, je commence avec Trace, donc j'ai fait quand même 4 ans en Afrique du Sud quand j'étais à Trace. Et en fait, à un moment donné, donc je veux quitter Trace. Et quand je propose du coup de quitter Trace et de les accompagner en consultant, là, on me propose le poste de direction générale de la start-up. D'accord. Donc de Trace Academia. C'était un très bon élément. Oui, pour te retenir. Ouais. Pour me retenir, je pense que j'étais un bon élément. Oui, ouais. Oui, bien sûr. Bah, tu sais, après, en fait... C'est comme moi, ici à ABF, on me retient tout le temps. Bah oui, voilà, on ne peut pas laisser partir. Le patron ne veut pas te laisser partir. Oh, la patronne. Ah, elle veut pas. Elle veut pas te mettre devant les caméras. Non, mais on te fait confiance. Si on te propose les rênes, c'est que tu es un bon élément et que tu es quelqu'un de confiance. En fait, j'avais déjà pris les rênes, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de turnover. Les directeurs généraux, du coup, il y en a eu, je sais pas, 3, 4. Et moi, c'est ça un peu qui m'a gonflé, tu vois. Je me suis dit, j'en avais marre du turnover. Puis c'est vrai que je me sentais pas moins smart que les directeurs généraux. Oui. Tu vois. Ouais. Et du coup, je me suis dit, non. Tu te sentais boss, futur boss. Et donc là, tu pars de Trace. Et là, du coup. Et là, tu crées. Quoi. C'est ça. Force. Alors, tu donnes la force. Je donne la force. À qui? Aux participants, aux gens qui ont envie d'avoir de la force, de recevoir de la force. En fait, c'est né d'ailleurs de mon propre besoin, au final. Parce que quand on me propose le poste de directrice générale, la première chose que je me dis, c'est je ne vais jamais pouvoir représenter ma start-up dans les médias, devant les TED Talks, dans des conférences, devant les universitaires, parce que c'est de la EdTech. Donc, tu vois, la EdTech, si tu veux vraiment la faire rayonner, il y a moyen. Tu vois, il y a vraiment il y a beaucoup de choses à faire. Mais il faut, en tant que directrice générale, il faut que tu le fasses, quoi. Et je me dis, voilà, j'ai peur, quoi. Et je me dis, oh là là, je ne vais jamais pouvoir faire ça. Alors que je parlais tous les jours en public, tu vois, devant le groupe, en français, en anglais, en portugais, j'avais des grandes équipes, tu vois. Donc, bref, je négocie quand de rester avec un bon budget formation. Je fais plein de formations. Je fais du coaching hyper cher, je fais
de la formation digitalisée, avec des bonnes plateformes. Ouais. Sauf que je me forme pas en vrai. Franchement, j'apprends rien. Vraiment sur la prise de parole. C'est-à-dire que j'apprends des choses intéressantes, des bonnes techniques, tu vois. Un peu lambda, tu vois. C'est la théorie, en fait. C'est la théorie, voilà. Mais pas la pratique. Non. Voilà. Mais Maria, la prise de parole, tu l'avais déjà, vu que tu dis que tu avais la tchatch. Est-ce que toi, tu pensais qu'il te manquait? Ouais. C'était quoi? C'était la peur? Alors, je pense que j'avais peur du challenge de me dire, OK, maintenant, tu es directrice générale. Tu vas devoir aller dans les médias et tu vas devoir représenter ta start-up. Ouais. Et puis, il y avait le côté impact aussi, tu vois, genre vraiment de dire, OK, je ne veux pas juste parler. Je ne veux pas juste délivrer mon discours. Je vais être inspirante, je vais être Barack Obama en femme. Tu vois ce que je veux dire? Bravo. Et du coup, je me dis, il me faut un truc vraiment de qualité, quoi. Tu vois, il me faut un truc... en fait, le challenge était énorme pour moi. Du coup, il me fallait une solution énorme. Et donc, je commence et tout. Et franchement, j'ai pris du coaching très, très cher et tout. Mais rien ne m'a transformée, quoi. Tu vois. Au final, pour pas vous spoiler, je m'aligne pas avec Olivier sur les conditions et je pars de trace. Ouais. Et je continue à les accompagner en consultant, comme il était question au début. Et je me dis, bah voilà, c'est ce que je vais faire. Je vais lancer une formation, enfin un programme d'accompagnement, mais un truc intensif, tu vois. Vous voyez Creed, vous avez vu Creed? Ouais. Oui. Voilà. Tu vois, quand Creed, il va se préparer à la montagne et tout, tu le vois, et il est en train de faire des pompes, tout ça. Je voulais ça, en fait. Je voulais un truc intense, tu vois. Je voulais vraiment le truc, le camp militaire de la formation. Surtout pour la prise de parole en public, parce qu'en fait, il y a beaucoup de personnes qui prennent beaucoup de formation de prise de parole en public et en fait, qui ne sont pas vraiment satisfaites parce qu'il n'y a pas le côté pratique. Ouais. Accompagnement aussi. Accompagnement, exactement. Parce qu'ils sont en ligne. Ouais. Souvent. Mais tu le crées où? Tu le crées en Afrique du Sud ou bien ici en France? En Afrique du Sud. En Afrique du Sud d'abord. Je commence à travailler dessus en Afrique du Sud. On lance en Afrique du Sud. On teste. On fait beaucoup de test and learn. Tu vois, au début, on s'était dit on va faire 3 jours. Après, on est passé sur 4 jours. On a testé en fait. Et là, maintenant, c'est 5 jours. C'est 5 jours de bootcamp intensif. Donc, en fait, chaque participant reçoit une formation théorique, parce que c'est important quand même, la théorie. Ouais. C'est les fondamentaux. Ouais, clairement. Puis, tu vois, tu dois pouvoir te dire, OK, par exemple, faire des pauses, c'est très impactant quand tu prends la parole en public. Donc, il faut le savoir, c'est des techniques qu'il faut savoir. Mais il faut aussi le tester, quoi. Donc, première phase, c'est la théorie. Tu reçois la théorie digitalisée. Deuxième phase, c'est le bootcamp. Donc là, c'est 5 jours. Vraiment. Alors, la particularité, c'est que c'est dans des lieux d'exception. Parce que tu vois, tu te dis, bon, tu vas escarter les gens. Donc, au moins, la moindre des choses, tu les mets dans des appartements sympathiques. Tu vois. Donc, nous, on loue des belles villas, des beaux appartements. Avec, tu vois, des traiteurs. Vraiment, c'est une expérience de retraite. Ah ouais. Mais derrière tu pleures, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Tu pleures comment? Oui, non, tu pleures pas, mais c'est intense, quoi. C'est intense, il y a beaucoup de travail. En fait, je pense que là où c'est le plus intense, c'est pour les personnes qui ont vraiment peur de parler en public. Parce qu'il y a 2 types de personnes, tu vois. Il y a les personnes qui viennent, qui veulent développer vraiment leur impact ou leur compétence de vente. Parce que dans la formation, il y a vendre, négocier, closer, tu vois. Mais il y a aussi des personnes qui viennent qui sont apeurées. Vraiment apeurées. Et ça nous est arrivé beaucoup, tu vois. Et eux, ben, bien sûr, tu les mets devant un groupe de 8 personnes, ben, ils ont peur, en fait, tu vois. Ils n'arrivent même pas à parler, à sortir un mot. Ah ouais. Déjà, prendre la parole dans la famille, déjà, c'est chaud. Mais qu'est-ce que tu fais pour les Parce qu'on a entendu quand même, on va les esquinter. Moi, j'ai entendu ce mot-là, donc j'ai envie de comprendre. Merde, j'ai pas fait une bonne promotion de ma voix là. On va couper, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on fait? En fait, on fait que de la pratique, tout simplement. Donc, tu vois, il y a 8 compétences. Par exemple, la première compétence, c'est la plus obvious, c'est la plus importante au début. C'est comment tu gères ton stress. Tu vois. Moi, au jour d'aujourd'hui, je dois aussi gérer mon stress. J'ai pas peur de parler en public. Maintenant, j'ai plus peur. Ouais. Mais tu vois, par exemple, là, j'étais dans le Uber. J'ai fait 10 minutes de respiration. Je fais mes projections. Enfin, tu vois, en fait, c'est une routine qui, même aujourd'hui, je la fais. J'étais pas stressée de venir ici. Mais même comme ça, je l'ai fait. Respiration, 10 minutes. 10 minutes. Des fois, je me fais même 15 minutes. Avant chaque rendez-vous. Avant des rendez-vous, tu vois, je sais que ça va être médiatisé ou tu vois, j'ai des conférences devant des gens et tout. Je fais 10 minutes de respiration, des fois 15, ça dépend. Si le niveau est très élevé, tu vois, genre de stress, j'en fais 15. Et après, je fais beaucoup de visualisation, tu vois. C'est une routine, en fait. C'est vraiment une routine. Et au début, alors moi, j'y croyais pas du tout au début. Et c'est quand je me suis formée, du coup, que j'ai appris ça.
Et franchement, ça marche trop bien, quoi. C'est vraiment... Mais tu sais, moi, je faisais la respiration au début. Après, j'ai arrêté. Mais à un moment, en fait, je le faisais. Et puis, je faisais un peu de la course. Et je me suis rendu compte, à un moment, j'ai fait 15 tours de stade. La respiration, c'était tellement fluide. Ouais. Et je suis parti faire des recherches. Mais en fait, la respiration, le travail de respiration, fait en sorte que en fait, tes poumons sont libérés, quoi. Mais complètement. Mais du coup, tu faisais ça pour la prise de parole en public? Non, moi, c'était en période de Covid. Ouais, ok. Je sortais d'un stress énorme. Ah oui, oui. Ouais. Ah ouais, ça t'a stressé? Ah ouais? Bah oui. Ah ouais, c'était mort, moi. Ok. Ah ouais, c'était chaud le Covid. J'avais tout perdu. Ouais. Ah, tu oui, sais, quand tu es dans un projet, tu le mets en place et puis soudainement, tu vois, c'est vrai, tu restes enfermé, tout ça. Tu restes enfermé dans la maison et tu peux même pas parler à quelqu'un. C'est ça. Et surtout que tu as cette personne qui bouge. Ouais. Tu es actif tout le temps et là, tu te retrouves 2 semaines. Ouais. Tu te dis 2 semaines, ok, ça va aller. Tu te retrouves 1 an enfermé. 4 murs. Tu surveilles les gens par la fenêtre. Et là, c'était chaud, quoi. Ouais, c'est là où je me suis remis à faire la respiration. Toi, tu étais où pendant le Covid? Non, moi, j'ai vécu ma best life. Je suis partie à Dubaï, à Bahreïn, donc t'as pas au Mexique, en Afrique du Sud. Je me suis fait chasser. Tu l'as pas senti? Non, jamais. Tu l'as pas ressenti. Alors, combien de personnes travaillent pour Quwa? Pourquoi? On a 4 personnes. On a une personne qui fait le community management sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. On a une personne qui travaille, qui est ghostwriter et copywriter. Oh là là, tu peux nous expliquer? Il y a des nouveaux mots maintenant. Moi, je découvre. Tout, hein. Copywriter, c'est quelqu'un qui écrit, quoi. Tu vois, en fait, le copywriting. Un rédacteur. C'est un rédacteur, ouais. En fait, le copywriting, c'est de l'écriture pour vendre. C'est un peu, au final, tu vois, comment dire. C'est de l'édition. Oui et non, enfin, c'est un peu l'équivalent de la prise de parole au final, mais écrite quoi. Et donc lui, il fait mes articles LinkedIn, il fait mes articles de blog pour positionner mon site de manière organique, tu vois. Ensuite, il y a une autre personne qui nous a rejoint et qui, ça fait pas longtemps, donc lui, il est plutôt en observation et qui s'occupe de la publicité. Ouais. Et donc, on a aussi une agence qui nous accompagne sur la publicité. Ah oui. Pour qu'on soit, pour qu'on soit indépendant. Donc, j'ai un project manager qui nous accompagne et tout. Et on travaillait aussi avec une experte SEO, mais là, c'est bon, on a fait 1 an avec elle et là, on travaille sans elle maintenant. Et avec des freelances aussi C'est que des freelances. C'est que des freelances. C'est que des freelances, ouais. C'est que des freelances. Et associé ou pas? Ou seul? Non, seul. Seul? Ouais. Pourquoi ce choix? C'est une bonne question. Alors, je pense que dans un premier temps, parce que quand je l'ai monté, tu vois, je voyais pas. Ça a été voilà, peut-être, comment dire, intuitif. Et là, c'est vrai que je me suis tâtée beaucoup à prendre un associé. Et en fait, c'est encore work in progress, quoi. Je suis encore en train d'y réfléchir. Ouais. Parce que c'est vrai que j'aimerais bien avoir quelqu'un qui me soulage. Dans les idées, dans les prises de position. Ouais, la charge mais il faut qu'il soit dans ta vision, en fait. C'est ça aussi. C'est ça. Voilà. C'est ça. Et je vais pas te mentir, ce qui est difficile, tu vois, c'est que, tu sais, quand c'est ta boîte, et puis moi, et puis tu vois, nous les femmes, on est structurées en plus, tu vois. non, on ne lâche pas. Ça veut dire quoi? Lâcher. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Les hommes, ils sont pas structurés. Bon, ça veut dire ça. On peut lancer le débat si vous voulez. Alors, la prochaine. Non, mais c'est vrai que, tu vois, j'ai eu des postes de direction jeunes et je bombarde en termes de travail, vraiment, tu vois, genre j'ai même pas de vie, tu vois, genre j'ai pas trop de vie, quoi. Tu vois, ma vie, c'est travailler. Du coup, c'est vrai que je me dis, c'est difficile de prendre un associé parce que, tu vois, là, j'ai quelques personnes avec qui j'ai parlé et tout, mais je vois qu'on n'a pas le même rythme de travail. Je me dis, non, mais frérot, si je vais te donner... Et tu es rigoureuse, en fait. Très rigoureuse. Très pointilleuse aussi. Franchement, pas forcément pointilleuse, parce que je pense que quand tu as une boîte, tu peux pas être non plus trop... comment on dit, pas pointilleuse, mais... dans le détail, tu vas trop dans le détail, quoi. Méticuleuse, ouais. Je pense que quand tu dois lancer, quoi. C'est ce que j'ai appris au fil avec les startups, tu vois. Bah, dis-moi, que faut-il pour monter une entreprise de ce type? Quoi? Ouais, et juste pour une question, Roger, tu travailles combien d'heures par jour? Ça dépend. Pas d'heures. Elle compte pas. Ouais. Tu te lèves, tu travailles quand à peu près. Bah là, tu vois, là, regarde, je suis rentrée hier à 2h du matin. Ouais. Parce que j'ai parti faire du network. Tu te lèves à quelle heure? Je me suis levée à 7h30.
J'ai enchaîné. Voilà, j'ai enchaîné jusque-là, quoi. J'ai même pas mangé, tu vois. Après, il y a des jours, attention, il y a des jours où... Par contre, ce qui est bien, c'est que voilà, il y a des jours où je fais ma vie, tu vois, j'ai beaucoup de famille ici, je suis très proche de mes sœurs, de mes cousines. Elles ont des enfants, donc je prends le temps d'aller à la crèche, je prends le temps... Tu vois ce que je veux dire, d'aller chercher mes petits-neveux. Donc voilà, tu prends un peu du temps quand même, en dehors quand même, du travail. Ouais. C'est important, la famille. Tu es toujours connecté, quand même. Toujours. Ouais. Tu dors la nuit? Donc Je dors très bien. Tu dors bien? Quand tu dors, tu dors. Ouais, elle travaille beaucoup. À côté du portable. Bah oui, okay. Forcément. À côté du portable, le portable est à côté. Mais le portable est à côté quand même. Tu veilles sur non, je mets en mode avion. Ouais. Voilà, tu veilles pas sur les réseaux? Non, très peu. C'est pas moi qui fais mes community managers. Parce que moi, ça m'arrive. Hein. Ah ouais? Tu regardes où, toi? En fait, je veille tous les réseaux à 2h, 3h, 4h du matin. Ah ouais? Toi, t'es un vampire. Non, en fait, c'est que j'ai eu une très mauvaise histoire. J'avais un média, 7, qui avait 300 000 abonnés. Et un matin, je me suis fait pirater. Ah ouais? Voilà. Et je me suis connecté le matin. Et là, j'ai vu que les images spéciales, quoi. D'accord. Et c'était pornographique. Ah ouais. Mais tu t'es pas fait voler le portable ou bien, par exemple, pris le portable, je sais pas. Parce que c'est comme ça, ils peuvent accéder à. Mais après, tu sais, tes données, Facebook, il y a beaucoup de pirates. Hein. Ouais. D'accord. Il y a beaucoup de pirates. Et donc, depuis là, en fait. Tu as développé une espèce d'angoisse et tu veux vérifier. Je suis paranoïa même. Je me lève parfois à 2h du matin, hop, je surveille, je regarde, est-ce que tout va bien. Mais il y a aussi le fait que quand tu as des collaborateurs aussi, des fois tu prends des jeunes, il y a des fois ils peuvent diffuser certaines informations, surtout en communication. Il faut faire attention. Donc je veille tout le temps. Est-ce que c'est bon? Est-ce qu'ils n'ont pas fait d'erreur? Mais je dors. Tu dors bien? Non, tu dors pas bien. Si tu dors à 4h du matin. Non, il y a des fois je dors. Il y a des fois je dors, mais j'arrive pas. Mais je dors. Mais c'est un sommeil... léger. Il est très léger, quoi. Moi, je trouve que le sommeil, c'est vraiment important. C'est réparateur. Surtout quand tu es chef d'entreprise. Ouais. Mais c'est difficile. Pour avoir des idées, il faut bien dormir. Ouais, complètement. On va parler argent, excuse-moi. Ta question tout à l'heure, c'était... C'était quoi? C'était que faut-il pour monter une entreprise? Le capital. Voilà, l'argent. Ah non, on aime ça ici. J'allais parler maintenant, je suis comme toi. Parce que nous, on vient des lieux où on ne parlait pas d'argent. Donc maintenant, nous, on parle d'argent. Parlons d'argent. Ah ben oui. Parlons d'argent. Vas-y, Roger. En fait, tu as monté ton projet mais en fait, quel était le capital en fait nécessaire pour... J'ai pas mis grand-chose, j'ai mis 3 balles, 3 000. 3 000 ouais. D'accord. Mais beaucoup plus que ça quand même. Des formations que tu as faites, ton savoir-faire. Ouais, non. Ça, en capital, j'ai mis 3 000. Après, j'ai investi 70 000. Ouais. Et là, on est sur les derniers 70 000. Et donc voilà. Et donc là, la dernière étape, c'était le lancement publicitaire. Et grâce à Dieu, on a déjà des clients en France, tu vois. Ouais. Donc voilà. Mais pourquoi le faire aussi en France? Tu penses qu'il y a des personnes qui ont du mal à prendre la parole, comme moi? Ouais, il y en a plein en France, je pense. Ouais. Je pense que c'est partout. C'est vraiment la statistique mondiale. C'est 75% de la population a peur de parler en public. Ou en tout cas n'est pas à l'aise à l'idée de parler en public. Mais je veux dire, à l'école, on n'apprend pas ça aussi. Mais non, c'est pas ça. du tout. Le BABA, on devrait commencer à l'école déjà. Oui, mais moi, j'ai fait un constat à l'école. L'élève ne parle pas, c'est le prof qui parle, c'est un dictateur. Hein. Bien sûr. Le prof, il parle, hein. Les élèves, ils ne parlent pas. Et alors, est-ce que vous pensez qu'en Afrique, en termes de culture, est-ce que vous pensez qu'en Afrique, les gens ont moins peur de prendre la parole en public? Oui. Ben moi, mon histoire, quand j'arrive ici, on me pose la question, j'ai la réponse, mais mon doigt, en fait, il est là. Non, mais en Afrique, elle dit en Afrique. Mais en Afrique, justement, c'est par rapport à l'Afrique. Oui, mais quand tu es venu ici. Oui, mais justement, parce qu'en Afrique, je n'avais pas le droit à la parole. Ah, tu n'avais pas le droit là-bas. Voilà, oui. c'est la question ou que alors, pose, en fait. si tu poses, tu réponds. Voilà. Si ce n'est pas une bonne réponse, tu te fais taper. Ah ouais, oui, d'accord. Donc, oui, on te traite de bête et idiot. C'est dur, hein, c'est dur. C'est dur. Ah ouais, tu t'es traumatisé du coup. Ah oui. Et ce qui fait que, en fait, quand tu as cette réponse, tu ne sais pas, est-ce que tu ne connais pas la réaction du prof ou la personne qui est en face. Et même, je pense même qu'il y a beaucoup de jeunes en banlieue ici qui ont ce problème-là. Ouais. Tellement il y a de la moquerie, on se moque des personnes. Donc, il y a ce problème. Quand ils ont un problème de lecture, par exemple, déjà. Oui. Mais en Afrique, il y a beaucoup ce problème, prise de parole. Tu sais, en Afrique, il y a déjà le respect. L'aîné. Ouais, bien sûr. Quand l'aîné parle,
Même s'il te dit que 2 plus 2 égale 18. Tu dois dire oui. Mais maintenant, ça change. Ouais. Mais nous, à notre époque, si jamais tu le contredis, il te dit tu le manques de respect. Donc, ce qui fait que, à un moment, c'est la parole. Tu la prends pas trop, quoi. Ouais, Quand le papa, il parle, tu baisses la tête, tu écoutes. Les aînés, tu écoutes. Tu parles pas n'importe comment. Donc, moi, je pense que ta formation, elle est bien. Elle est bien. Bon, après, maintenant, il faut pas... Je vais prendre une formation aussi chez elle. Ah, tu prends une formation. Je vais demander les tarifs avant. Moi, je crois qu'elle est... Très cher. Non. Non, c'est pas du tout cher. Hier, on a pris 2 formations hier chez toi. Nous, c'est en live ici, nous, à la belle pause. Vendre, Parce que moi, j'ai un problème de prise de parole jusqu'à présent. Quand je parle, quand je vais dans une conférence et qu'on me dit Bertrand, il va parler. Ah! Oh! Il y a le stress. Par où? Il y a l'appréhension. Je stresse. Premièrement, la présentation. Tu te présentes, tu commences par où, tu montes, tu descends, tu dis. Il y a des fois, en fait, tu parles, tu as l'impression que tu vas dans tous les sens. Et puis là, tu te dis, comme si c'était pas organisé, en fait. Et organiser ses pensées, tout ça, et c'est très dur. Et moi, j'ai vraiment besoin de ça, quoi. Et je pense que... En fait, il y a un truc aussi, tu vois, qu'on inclut, du coup, c'est un module à part entière. C'est, hormis vendre, c'est savoir se vendre. Parce que quand tu es un professionnel, ou même, en fait, quand tu es un être humain, 50% de ton temps, c'est savoir te vendre au final, c'est savoir vendre tes idées. Tu vois, par exemple, tu rentres chez toi, tu veux pitcher quelque chose à ton compagnon ou même à des amis ou à ton boss. Ou, tu vois, au final, tu as besoin de savoir te vendre, tu as besoin de savoir vendre tes idées, de convaincre avec tes idées, quoi. Et ça, en fait, ça s'apprend pas, c'est de la psychologie. Enfin, si ça s'apprend, ça, c'est pas inné, tu vois. Parce que, tu vois, pendant longtemps, moi, j'ai pensé que la prise de parole, je sais pas si ça vous a fait ça aussi, mais pendant longtemps, j'ai pensé que la prise de parole, il y avait des gens qui l'avaient de manière innée, et il y a d'autres personnes, tu vois, par exemple, t'es Barack Obama, tu vois ce que je veux dire? Totalement. Oui, mais certaines fois, il y a des gens qui sont innés, qui ont ça. Alors ça, oui. le truc, et qui en jouent. Et même parfois, ça devient du baratin. De la manipulation. Voilà. Non? Oui, il peut y avoir de la manipulation aussi. Mais tu manipules tout le temps. Mais tu sais, moi, j'ai connu un ami, je pense que journaliste. C'est le même. Non. C'était un journaliste. On veut savoir les noms, s'il vous plaît. Les noms. C'est un très bon journaliste aujourd'hui, il s'appelle Maclor. Ok. Il travaille chez BFM, TV5, BFM maintenant, oui. Et au début, quand je l'ai connu, il avait une voix normale. Et il a disparu, on s'est perdu de vue 3 ans, 4 ans. Et le mec, quand il est revenu, Bertrand, machin, sa voix avait changé, il avait une prestance. Je me suis dit, Renoir, il s'est passé quoi? Donc en fait, certainement, il était reparti en cours, il a repris des cours, il a fait des formations. Et aujourd'hui, il est très, 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 très bon. Très, très bon. Et je pense qu'en fait, la prise de parole, il faut une formation. Mais clairement. Mais Bertrand, je vais rebondir sur ce que tu dis. Mais en fait, quand la belle pause, il faut qu'on dise comment ça a été créé et puis pourquoi. Voilà, parce qu'en général, mais en général, c'est toujours quelqu'un qu'on met en avant quand on fait des émissions. Oui. Parce que nous, on est dans le domaine des médias, tout ça, Bertrand et moi. Et en règle générale, on fait appel à des journalistes, tout ça. Et c'est nous qui leur détaillons tout ce qu'il faut faire par derrière, tout ça. Et voilà, donc maintenant, on s'est dit, il faut qu'on soit bien. Il faut y aller. C'est parce que nous... Parce que ça fait longtemps qu'on est... Moi, c'était derrière, là-bas. Derrière et avec l'oreillette. Et j'aimais bien, en fait, participer à l'émission. J'écrivais vraiment tout était écrit, quoi. Et puis là, tu as l'impression que les personnes qui sont sur le plateau, ils s'expriment très bien. Ils ont vraiment le métier en eux. Tout à fait. Mais parfois, ils n'ont pas ces questions qu'il faut. Pertinentes. Pertinentes. Ouais. Alors, je me suis dit... Parce qu'ils n'ont pas ta vision, c'est ton projet au final. Oui, après, moi, j'ai ce côté où j'aime bien créer aussi. Et j'aime bien accompagner les gens. Tu sais, j'ai commencé en tant que rappeur. Ensuite, je suis passé compositeur. Tu peux nous faire un petit rap, là, vite? Un petit rap? Maria non, ça, c'était avant, ça. Après, il y a ce côté que j'ai beaucoup aimé, c'était le management.
Justement, Roger, qui était artiste, j'ai commencé à le manager, à l'accompagner dans ses concerts et pousser les autres. J'aimais bien. Après, le centre de formation, je me rappelle un moment, on avait une entreprise 7 et là, je me retrouvais avec 10 stagiaires. Parce qu'en fait, j'aimais bien ce côté. Et après, moi, j'aime bien en fait accompagner les gens. Pour moi, en fait, je me dis chacun doit avoir sa place. Il y a les journalistes, ils sont talentueux pour ça. Il y a les techniciens, il y a les managers, il y a les producteurs. Mais moi, je me voyais beaucoup plus derrière, plus manager. Mais après, avec le temps, je me dis quand même, j'ai eu un long parcours aujourd'hui et j'ai besoin de m'exprimer face caméra. Si ça peut inspirer certaines personnes, pourquoi pas. Si ça ne peut pas, pourquoi pas non plus. Bah oui, voilà, c'est clair. Mais surtout, c'était très difficile pour que je parle comme ça, face au micro et face à la caméra surtout. Ça, c'est vrai. C'est la pratique. Très difficile. C'est la pratique. Mais là, j'ai besoin de cette formation pour parler en public. Mais ça tombe bien, tu l'as déjà acheté. Je l'ai déjà. Elle a combien 2700. 2700, en fait, sur les 3 phases. Après, à savoir que sur la partie consolidation, donc après le bootcamp immersif, il y a 6 semaines d'accompagnement, c'est du coaching. Et il y a 6 semaines d'accompagnement. Après, on a des participants, par exemple, tu vois, qui ont fini le bootcamp, pas le bootcamp, le programme, pardon, et qui reviennent et qui nous disent, voilà, j'ai besoin d'1 semaine de coaching parce que j'ai un événement stressant, quoi. Et ils reviennent pendant 2 semaines et ça, on les fait pas payer, tu vois. Genre. Après, en fait, ce qu'on vend aussi beaucoup, c'est la communauté, tu vois. C'est-à-dire qu'une fois que tu es dedans, si tu veux revenir 3 semaines, viens te faire coacher gratuitement, tu vois. Genre, c'est la communauté avant tout. Excuse-moi, est-ce que tu peux leur dire, face à cette caméra, c'est laquelle déjà, Benjamin? C'est celle-là, que cette formation, elle est prise en charge à 100% par le CPF, le Pôle emploi, les OPCO, et tout. Alors, CPF, on n'est pas encore CPF, mais on a commencé, ouais. On a commencé, là, d'ici 1 mois ou 2, quoi. Mais oui. Okay. Nous sommes pris en charge. À 100%. Franchement, cette formation, il faut la prendre, elle est importante. Même pour la négociation du salaire au travail, hein, parce que aller taper au bureau du patron, lui dire « Boss, bon, là, mon salaire, il faut revoir, il faut le courage. » Mais tu sais qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent, parce qu'on a beaucoup d'entrepreneurs, mais on a aussi beaucoup, tu vois, de salariés qui sont des salariés qui gèrent super bien en termes d'opérationnel, mais qui ont peur d'avoir ce genre de conversation, quoi. Et d'ailleurs, dans les coachings et dans les bootcamps aussi, parce que les bootcamps, en fait, les prises de parole sont libres. C'est-à-dire que donc, on va voir, on a des exercices isolés, tu vois, sur chaque compétence. Par exemple, on a des exercices juste sur la gestuelle. Mais juste après, on a des exercices de pitch, quoi. Donc toi, si tu viens, tu vas travailler que sur tes situations. On va jamais te dire, viens, l'exercice aujourd'hui, c'est apprends à vendre cette bouteille d'eau. Tu vends pas des bouteilles d'eau dans la vraie vie. Oui, donc c'est personnalisé. Exactement. C'est en fait, tu fais le pitch de ton choix. L'instruction, elle est libre, tu vois. Comme ça, c'est presque un peu comme un incubateur. Et tu vois, par exemple, la compétence, là, je suis partie dans plein de trucs différents, mais la compétence de savoir se vendre, elle est tellement importante. En fait, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on prépare vraiment ton pitch, tu vois, jusqu'à ce que ton pitch il soit parfait. Et en fait, ton pitch, ce qu'on appelle le elevator pitch, c'est ton petit pitch de 2 minutes sur qui tu es. Bah, c'est un truc que tu ressors n'importe où, n'importe quand, tu vois. Tu rencontres, je sais pas, quelqu'un là dans les bureaux, ah, bah, bonjour, qui es-tu? Moi, je m'appelle Maria, je suis ci, je suis ça, tu vois. Et donc, du coup, tu ressors de là. Il y a des créateurs de contenu aussi, parce qu'on a un module sur la prise de parole dans les médias, enfin, tu vois, en vidéo, tu vois, donc c'est plus pour la création de contenu. Bah, ces gens-là, au final, ils préparent leur contenu, en fait. Donc, en fait, ils sont filmés, parce que bien évidemment, on est filmé et tout. Enfin, pas surtout, mais il y a des pitchs qui sont filmés. Et tu repars de là, en fait, tu as ton contenu. Tu repars de là, par exemple, je sais pas, tu veux faire ton TED Talk, tu vois, bah, tu repars, tu as ton TED Talk, il est fait. Donc, c'est un incubateur, tu vois, aussi. J'ai entendu parler de gestuelle, je voulais savoir, et je pense que oui. Tu travailles évidemment avec des formateurs sur la posture, la communication non verbale, parce que la prise de parole, c'est aussi le fait de se tenir droit, bien sûr, etc. Donc, il y a aussi toutes ces formations-là. Bien sûr, ouais. C'est toutes les compétences. En fait, il faut se tenir droit, parce que... Ouais, voilà. Bon, on a dit... il faut que l'air, il passe correctement. Il faut que l'air passe. Exactement. Ils sont passés l'air. Et là, je suis bon, je suis bien. Là, t'es très bien.
Bravo. Bon. Et moi, comment? T'es en I, là. Alors, est-ce que tu penses que cette formation, elle peut être beaucoup plus importante pour les commerciaux, les hommes politiques, les personnes qui sont dans la communication, ou même une personne qui va à la recherche du travail, ou même les personnes qui vont se défendre au tribunal, parce que parler devant le juge, c'est pas évident. Bah oui, mais en fait, il y a absolument, mais quand je te dis absolument de tout, c'est-à-dire qu'on me demande, on me dit, c'est qui ton persona? Bon, après, j'ai un persona, bien évidemment, tu vois, dans le marketing, on a besoin de le faire, mais quand les gens arrivent, on a aussi bien des pharmaciens que des syndics, que des artistes. Tu vois, l'artiste dont je te parlais, le Mexicain, c'est un artiste, c'est un danseur, il chante un petit peu aussi et tout. Là, tu vois, trop drôle, on a 3 personnes qui nous rejoignent. C'est des personnes qui sont pas dans le monde du travail, mais qui sont dans des communautés religieuses. Et du coup, ces personnes-là, elles ont besoin d'apprendre elles ont envie de parler en public parce qu'aujourd'hui, ce sont des hôtesses d'accueil et demain, elles veulent apprendre à évangéliser, tu vois. Parce que, ouais. Et alors, c'est des personnes qui se connaissent. Si tu parles évangéliste, je vais devenir pasteur, moi. Ouais, bien. Je vais faire la formation juste pour devenir pasteur. Bah non, mais et tu vois, en vérité, non, on fait pas ça par contre. Désolée de tuer ton délire. Mais tu vois, au final, la prise de parole, elle est partout, quoi. Elle est partout. Et un jeune qui prépare son bac, tu sais, lors du bac, il prépare l'oral. Est-ce que cette formation, elle est importante pour elle? Bien sûr, bien sûr. On a des parents, on est une maman, tu vois, qui nous disait justement que donc sa fille, elle est à l'université et qu'elle était intéressée pour d'inscrire sa fille. Et le tarif, c'est le même? Oui, le tarif, c'est le même. C'est le même pour un enfant de... Il n'y a pas une petite réduction? Non. Non. On n'a pas eu encore le cas. On n'a pas eu encore d'inscription. Ok. C'est vrai que je n'avais pas pensé à faire ça, tu Ouais. vois. Ok. Maria, ouais. On fait une belle petite pause avec ABF Studio. Super. Retour et impact sur la vie de Maria et sur la vie des personnes qui se forment dans la prise de parole, qui se transforment. Moi, j'ai décidé de me transformer. Je vous dis la vérité. Non, je le dis. Non, mais je le dis. Dans 3 mois, vous verrez ici du Roselmac. Un Barack Obama de qualité, même. C'est trop haut, lui. Le niveau... Non, je te jure, c'est pas trop. Vraiment, je pense que... Je pense que je peux parler... Je pense... Après, bien sûr, il a tellement sa personnalité incroyable, tu vois. Mais je pense que c'est possible. Petite anecdote, un des premiers pilotes, le premier pilote d'ailleurs, c'est une Cocinati, un mec, un Sud-Africain qui vient. Donc, c'est une entreprise... On a fait du B2C, du B2B directement. Donc, c'est une entreprise qui nous a placés, tu vois, c'est deux personnes. Et lui, il est software engineer, ingénieur de software. Donc, c'est quelqu'un qui, clairement, qui code toute la journée et tout. Hyper timide, très introverti. Quand il se lève, parce qu'on se lève, tu vois, pour faire le premier cercle, tu vois, de présentation et tout, tout le monde est hyper gêné parce qu'en fait, le mec n'arrivait pas à articuler, n'arrivait pas à parler. Il était très, très gêné. Et tu sais, moi, je vais pas te mentir, c'est premier bootcamp. Premier jour, je me dis, en plus avec une garantie satisfait. Pas satisfait, résultat ou remboursé. Donc partout où on a ouvert les bootcamps, on a fait résultat ou remboursé. Ah ouais, donc une personne qui vient, il fait la formation, s'il n'est pas satisfait, il est remboursé. Il est remboursé, pas satisfait, résultat. On a tout un système d'évaluation qui fait qu'on arrive à prouver, tu vois, qu'il y a du résultat. C'est bien ça. Il n'y a jamais personne. Ça veut dire que c'est la qualité, quoi. Vous êtes sûr de vous. Ouais. Mais on est complètement sûr. En fait, le truc, c'est que c'est même impossible, après autant d'heures, de ne pas avoir progressé. Voilà. Parce que c'est pas des heures où tu vas regarder de la vidéo. C'est des heures où tu vas le faire, quoi. Tu es obligé de le faire. Tu vas pratiquer. Tu vas pratiquer, c'est impossible. Ouais. Donc, du coup, voilà. Et il commence. Moi, j'ai peur. Je me dis, oh, je vais devoir rembourser l'entreprise. Là, ça va pas le faire. Il va jamais y arriver, lui. Je me dis, il va jamais y arriver. Dernier jour de bootcamp.
C'est lui qui termine le dernier pitch. Il a eu une standing ovation. Et en plus, on l'a filmé, parce qu'on a filmé tout le bootcamp en Afrique du Sud pour avoir du contenu sur les réseaux sociaux et tout. Standing ovation, genre les gens se sont levés, l'ont applaudi, le coach l'a pris dans ses bras. Ils l'ont pas fait plaisir, c'était vraiment, il a sorti quelque incroyable. Non mais vraiment, c'était incroyable. Enfin vraiment, la personne était transformée quoi. Le avant après. Et cette transformation, c'est en combien de temps en fait ça a pris? Là on a fait 4 jours sur celui-ci. 4 jours. 4 jours. 4 jours, mais en cercle restreint. Ouais. Ok. En cercle restreint, c'était pas 8 personnes, c'était 6 personnes. Tu vois, donc il y a eu vraiment, vraiment beaucoup de pratiques. Mais donc après, il faut que la personne continue à travailler. Ouais. C'est pour ça justement on n'avait pas au début la consolidation. On n'avait pas les 6 semaines de coaching, mais c'est exactement pour ça, parce qu'en fait, après, on avait des personnes qui nous sollicitaient, qui nous disaient, voilà, moi j'ai une conversation difficile, vends-moi une heure de coaching par-ci, par-là. Et du coup, moi, je me suis dit, non, moi, je veux pas que la personne elle puisse se dire vends-moi une heure de coaching. Je veux que la personne elle puisse se dire j'ai plus besoin, ça y est, je suis Barack Obama. Il y a quoi? Tu vois ce que je veux dire? Du coup, j'ai fait vas-y, viens, on fait du coaching derrière, tu vois. Ouais. Et maintenant, on fait du coaching et du coup, c'est ce que je te dis, des fois, on a des personnes qui ont déjà quitté le programme, mais elles reviennent, on les fait revenir gratuitement quand elles veulent, tu vois. Parce que nous, ça nous dérange pas qu'elles reviennent, tu vois. Au contraire. Mais Maria, dis-moi, as-tu eu des personnes mécontentes qui sont revenues? Jamais. Jamais. Zéro. Elle te dit c'est la qualité. Qualité supérieure, frère. Non, vraiment, jamais. On l'a fait en Amérique latine, on a fait en Afrique du Sud, on a fait en France. Jamais. Excuse-moi, mais tu sais quoi? Depuis qu'on s'est rencontrés, j'ai déjà je prends plus confiance en moi. Ah ouais? Ouais. C'est fou, hein? C'est beau. C'est beau, merci. Ah oui, franchement. Mais je pense que, tu vois, ça m'étonne pas. Enfin, ça m'étonne pas, pardon, je me la raconte un peu. Non, mais t'as raison. Mais vas-y. C'est pas ce que je voulais dire. C'est juste que, tu vois, je crois beaucoup au concept de communauté. Et c'est pour ça que nous, on l'a mis au centre, tu vois, la communauté. Je pense qu'en fait, tu sens l'énergie. Tu vois ce que tu vends. Et moi, ce que je vends, c'est de l'expérience. Tu vois. Moi, je vends pas de la formation. Je vends de l'expérience. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, c'est pour ça que quand tu pars des bootcamps, je te promets, il y a des gens, ils pleurent quand ils se disent au revoir. Parce qu'ils ont vécu, la guerre pendant 5 jours ensemble. Tu vois ce que je veux dire? Du fait que les personnes se retrouvent en train de vivre justement la même difficulté, même si ce n'est pas forcément le même contexte. Ouais. Mais du coup, ça rapproche, ça crée des liens. Ouais. Et comme tu dis, les personnes ne sont pas là pour te juger. Enfin, moi, de ce que je comprends. Et forcément, tu as plus confiance en toi au contact de ces gens-là. Tu vois, parce qu'ils vont t'encourager, ouais, super, machin et tout. Et donc, tu as cette synergie, comme elle disait très bien. Mais très justement, Maria. Ici en France, tu reçois des personnes qui viennent plus de la banlieue, des quartiers riches, des Parisiens. Plutôt, jusqu'ici, plutôt banlieue. Beaucoup de banlieue? Ouais, beaucoup de banlieue. Est-ce qu'il y a une raison à cela? Je sais pas. Je crois pas. Est-ce que tu penses pas que la banlieue est étouffée? Que? La banlieue est étouffée? Les jeunes de banlieue? Je pense que... alors, c'est pas forcément... Aussi, il y a des jeunes aussi. Je pense que je pense qu'après, tu sais, la banlieue, elle te forme. Elle te forme et aussi, quand t'es déter, tu vois, elle te pousse aussi, tu vois, à prendre de l'action, quoi. Je pense que, bizarrement, les gens qui investissent dans ma formation sont pas forcément les plus aisés. Je le vois parce que, tu sais, quand ils parlent de leur situation et tout, c'est pas forcément les plus aisés qui prennent ma formation. Non, okay. Donc plutôt, tu fais des prix réduits des fois? Non. On fait des promotions. Dis-moi, est-ce que tu as une idée un petit peu du nombre de personnes qui sont passées par ton organisme de formation? Une cinquantaine. Une cinquantaine depuis la création? Ouais, depuis la création. Depuis combien de temps tu l'as créé? 1 an. En 1 an? Ah ouais. Ah bravo. Ouais, merci. Ah mais bravo, franchement. Ah oui. Bon, on va parler chiffres, hein, tu sais. Nous, on dit, ils parlent trop argent, ils aiment trop argent. Ah ouais, en 1 an. Chiffre d'affaires, première année? Première année, on a fait... C'est un peu difficile, attends, je vais te le faire tout de suite. Parce qu'on a tellement réinvesti, en fait, que... Vous avez reçu, vous avez... Ouais. En fait, on a tellement réinvesti. Aussi, on a fait, tu vois, on a fait du B2B. Donc, du coup, c'est vrai qu'on n'était pas à 2007. On a fait, tu vois, genre des promotions. Après, c'était en Afrique du Sud. Donc, on n'était pas à 2007 en Afrique du Sud. Au Mexique, on n'était pas à 2007 non plus.
Est-ce que tu peux juste expliquer aux personnes qui ne se connaissent pas le mot B2B? Ouais. Ce que ça veut dire? B2B, business to business. Ça veut tout simplement terre à terre. Ouais. Donc ça veut dire quand tu vends aux entreprises. Ok. Entreprise à entreprise. Voilà. Version B2C quand tu vends aux personnes directement. Ok. Donc nous aujourd'hui, on vend plutôt aux personnes directement, ce qui nous empêche pas de faire du B2B parce qu'au final, on a beaucoup d'entrepreneurs, on a beaucoup de personnes qui viennent des entreprises et qui demandent aux entreprises de payer la formation. Mais voilà, donc en termes de... Alors, je peux te dire, par exemple, tu vois, là, le but pour l'année prochaine, c'est d'être à 4 bootcamps par mois sur 9 pays. D'accord? Et donc, le but de l'année prochaine, c'est d'être à 2 millions. 2 millions de chiffre d'affaires et du coup, de vendre... Enfin, je sais pas. Moi, mon but, depuis que je l'ai fait, tu vois, c'est de me dire, vas-y, j'arrive à 2 millions, je le vends 6 millions. Parce que la formation... Tu vends quoi carrément? Ouais. Tu vends l'entreprise? Pour l'instant, c'est ça le but. C'est ça le but? Ouais. D'accord. Pour l'instant, c'est ça le but parce que... Pourquoi Parce que je voudrais du cash flow. C'est ton bébé que tu as créé Parce que je voudrais du cash flow. Parce que, en fait, je pense que, tu sais, mon bébé, bon, bah, ça sort de moi, de ma tête. Je peux le refaire demain. Tu vois ce que je veux dire aussi, Ensuite, moi aussi, je suis un peu dans le monde de la musique. Je manage un artiste, un Brésilien. Et j'aimerais bien vraiment mettre un gros pied dedans. Tu vois, mais il me faut du cash flow. Donc voilà. Après, aujourd'hui, je dirais que c'est une idée qui n'est pas encore... pour l'instant, c'est comme... Défini. Voilà. C'est comme, tu vois, commencer dans la diplomatie, ma carrière. Tu vois. C'est mon idée. Voilà, j'ai un plan. Je vais exécuter mon plan. Là, ça se trouve, en fin 2026, je vais me dire, jamais de la vie, je vends. Tu vois. Ouais. Maria, pour faire ce métier, est-ce qu'il y a besoin de la spiritualité? Je pense que pour faire tout, non? Dans la vie en général. Parce que là, tu rentres quand même dans le cerveau de la personne pour essayer de comprendre son fonctionnement. Est-ce que tu as besoin d'être spirituel un peu Et toi, tu l'es déjà? J'ai toujours du mal à répondre à cette question. Je pense que je l'étais beaucoup plus avant, peut-être. Pourquoi maintenant, tu ne l'es pas? Je pense que la spiritualité... Vous me direz ce que vous en pensez. Ouais. Je pense que... Ouais, c'est quoi la spiritualité? Vas-y, alors, selon toi, c'est quoi la spiritualité? Pour moi, c'est quelque chose d'invisible déjà. Et c'est quelque chose de divin. Voilà. Divinité, Dieu, tout ça. Voilà ce qui est abstrait, mais qui est présent. Voilà. Toi, tu la vis comment, ta spiritualité? Ma spiritualité... Bon... Parfois, je me pose la question. Je me pose la question. Parfois, il y a des hauts et des bas, en fait. Comme dans un couple, il y a des hauts et des bas. Des fois, on est content de Dieu. Des fois, on est énervé parce qu'on se dit, qu'est-ce qu'il a fait là? Qu'est-ce qu'il a fait à ce moment-là? Voilà. Mais bon, sinon, en règle générale, je essaie de vivre ça. Tu pries tous les matins? Oui, j'essaie maintenant. Parce qu'avant, non, je ne priais pas du tout. Ok. Avec l'âge, on prie. Voilà. Pourquoi? L'âge. Ouais. Monsieur. Tu as les choses à te pardonner ou quoi? Non, pas du tout. Pas du tout. Mais c'est intéressant. Non, parce qu'avec l'âge, on comprend mieux la vie, en fait. Et on accepte des choses. Mais quand on est jeune, la sagesse. C'est vrai. Il y a certaines choses qu'on ne capte pas. Tu vois. Ouais. Voilà. Toi, tu l'as vu comment, ta spiritualité? Pour moi, la spiritualité, je dirais plutôt que c'est un rapport avec justement ce qui, comme disait, un peu avec ce qui est abstrait, la force divine, mais c'est aussi, on est en plein dedans sur la communication. Je pense que c'est comment je communique avec, entre guillemets, justement le divin, par la prière, par des discours de reconnaissance. Moi, je dirais que ma spiritualité, elle est assez active. Pas la plus active du monde, mais en tout cas, j'essaye d'être reconnaissante pour tout ce qui m'arrive, de faire une prière, de remercier, d'être toujours un petit peu aussi... Je sais pas si c'est de la spiritualité, mais je le mettrai dedans, en tout cas dans tout ce qui va être les outils, pour me permettre d'avoir aussi cet œil sur la vie, cette sagesse qui se développe. Des exercices aussi comme, par exemple, la visualisation et penser à des choses que je voudrais mettre en place. Et en parler avec Dieu. En parler avec Dieu. J'ai fait des études littéraires, donc philosophie aussi. Ouais. Donc voilà, moi je pense que c'est ça. Bon, c'est peut-être un peu long, mais. Et t'as bien aimé? Littéraire? Ouais, j'ai bien aimé. T'as fait lettres modernes?
Non, j'ai fait bac L. Ouais. Et après, je suis partie en fac d'anglais, mais j'ai fait de la littérature anglaise. D'accord, ouais, ok. Donc, LLCE, c'est ça? Ouais, exactement. Non. Pardon. Hein. Toi, bravo. Excuse-moi, Bravo. tu n'as pas posé la question. Eh ben, j'y vais. Moi, je ne suis pas spirituel, moi, je suis croyant. C'est pas la même chose? Oui, mais c'est pour dire, moi, c'est... Comment tu vis ta spiritualité? Pas forcément Dieu, mais ta spiritualité. Je reprends le leadership du podcast. C'est très bien. Hein. Tu sais, moi, pour moi, comme je dis, je suis très croyant. Je suis très croyant. Tous les matins, je prie. Tous les midis, je prie. Ouais. À chaque fois que j'ai rendez-vous avec un client, je prie. Même à chaque fois que je dois mener une action, je prie. Même là, pendant que je suis avec vous, sans de prier de moi. C'est pas que je me méfie de vous. C'est tout simplement parce que j'ai besoin, en fait, de ce divin, comme vous dites, ce Dieu, qui me porte et qui me permet de réussir à tout ce que je fais. Bien sûr. Et j'ai besoin d'avoir cet être invisible en moi pour pouvoir réaliser des grandes choses. Donc, je suis très spirituel, mais surtout, je suis très croyant. Je suis croyant, je suis chrétien. Chrétien, croyant. Là, je me suis fait baptiser même il n'y a pas très longtemps. Ah. Il y a combien de temps déjà? Il y a un an. Hein. Il y a un an, oui. Donc, moi, le rapport avec Dieu, c'est une histoire d'amour. Ouais. Mais tu sens, tu lui parles, tu te sens proche de lui. Oui, très. On n'est même pas proche. On est ensemble. Okay. On est ensemble. Je suis obligé. Je suis obligé. Tu sais, surtout, on est dans l'entrepreneuriat. On vit tellement de situations difficiles que si tu n'as pas ce sentiment, une force d'avoir pour te porter, cette personne qui te porte, ben, tu t'en sors pas. Quoi. Ouais. Ben, pour moi, non, je m'en sors pas. Je suis d'accord. Et toi, on te retourne la question. Alors moi, ma spiritualité, je pense que je la vis vraiment dans, tu vois, genre dans la transparence et l'honnêteté avec des situations, de mes sentiments. Je pense que j'essaye vraiment d'être tout le temps le plus honnête avec moi-même, tu vois, de me dire, voilà, là, dans cette situation-là, en fait, t'as pas raison, t'as pas bien agi, t'as pas, tu vois. Donc, j'essaye vraiment, tu vois, d'être connectée à l'autre. Moi, je crois vraiment en sadaka. Donc, l'empathie, alors. Ouais, beaucoup d'empathie. Sadaka à fond. Sadaka, en arabe, ça veut dire vraiment, tu sais, le partage. Et je pense que ça, c'est très important, tu vois. Et je le fais pas pour recevoir, tu vois, mais je le fais par intuition, en vérité, je pense. Je pense que, tu sais, je viens d'une famille qui est très généreuse dans le partage, dans l'échange, etc. Et je pense, voilà, je la vis comme ça, tu vois. Dieu, je lui parle un petit peu aussi, tu vois, de plus en plus. De plus en plus? De plus en plus, ouais. Mais sans vraiment... tu sais, quand tu es dans le métissage, le truc, c'est que... C'est compliqué. Ouais, moi, je sais pas quel Dieu je devais... Tu vois ce que je veux dire? Il y a trop de... Tu vois? Du coup, je prends pas parti. Chacun tu n'as pas Dieu. encore fait le choix, quoi. Non. Tu penses que tu feras le choix plus tard? Pas tout de suite. Ouais, peut-être, ouais. Ouais, je pense que plus tard, ouais. Je pense que plus tard, je pense que ça m'attrait de plus en plus. Parce que tout à l'heure, tu m'as dit, pasteur, non, s'il te plaît. Non, c'est juste, on ne fait pas dans la formation, mais si. Viens te former à être pasteur. Ah ben, c'est super. Alors, Maria, en tant qu'entrepreneur, que te manque-t-il aujourd'hui? Écoute, je dirais pas qu'il me manque. Je dirais que je suis sur le chemin. Tu vois. Je pense qu'aujourd'hui, moi, ma zone de génie dans une entreprise, c'est la croissance. Tu vois. D'ailleurs, tu vois, sur LinkedIn, par exemple, je suis experte structuration et process. Parce que c'est ma zone de génie. C'est-à-dire que aujourd'hui, un exemple tout bête, tu vois, par exemple, aujourd'hui, c'est moi qui fais mes appels de closing. D'accord? Mais je suis déjà en train de faire tous les process pour que demain, tu vois, quand on va commencer à faire 4 bootcamps, il faut que tout le monde ait les mêmes process, que tout le monde... En fait, moi, mon but, cette entreprise, c'est de la monter, tu vois, dans 9 pays. Donc... Tu as une idée un peu déjà de quel pays tu vas choisir? Ouais. Tu sais déjà? Ouais. Il y a France, UK... Et quand tu dis France, où exactement? Partout. On est là, par exemple, on est à Paris, Lyon, Dijon. L'idée, c'est après... Je pense qu'en France, on aura plus de villes parce qu'on est certifié en France. Donc, c'est vrai qu'en France, c'est un bon marché pour nous, tu vois. Ouais. Après, on va partir en France, on va faire Bordeaux, Montpellier, Marseille. Il y a peut-être moyen qu'on fasse, tu vois, 3 autres villes de province, quoi, tu vois.
Voilà. Donc après, on fait France, on fait UK. Après, là 2025, on va faire Canada. Donc UK, Canada et États-Unis. Après, on voudrait faire du coup Mexique, Panama. Voilà, bon, déjà les 6, tu vois. Ça, c'est pour mi-2026, tu vois. Mais pour faire ça, en fait, il faut des process, quoi. Bien tu sûr. vois. Et, Elle n'a pas répondu au chiffre d'affaires. Si, j'ai dit. J'ai entendu le chiffre d'affaires futur, ouais. Mais j'ai pas entendu le chiffre d'affaires. C'est l'objectif. Non, mais on a fait le calcul, on a compris à peu près. En fait, sur le chiffre d'affaires, tu vois, par exemple, regarde, si vraiment j'avais vendu mes formations à 2700, j'aurais eu un chiffre d'affaires de 135 000. Ouais. D'accord. En vérité, ça a été beaucoup moins. Ça a été pas du tout ça parce que, comme je te dis, c'était des pilotes. Donc, c'est les entreprises qui nous ont fait confiance. Donc, ils ont payé vraiment pas du tout 2700 €. Plus, en fait, j'ai beaucoup réinvesti, tu vois. Beaucoup, tu vois. Okay. Et parce qu'on a fait beaucoup de recherche et développement, tu vois. Je voulais pas lancer un truc sans le tester. Et donc, voilà. Donc, au final, le chiffre d'affaires... c'est pas forcément ça qui est important aussi, c'est plus la progression. Et comme tu as dit, c'est un pilote qui t'emmène à faire autre chose. Et... Ouais. Moi, je considère que tu vois, tout cet argent qui est rentré dans le compte de mon entreprise, jamais j'ai considéré que c'était mon argent. Jamais. Ouais. Jamais, tu vois. Tu me le disais hier. Ouais. C'est pas ton argent. Non. De toute façon, l'État te surveille. De toute façon, l'État me surveille, voilà, exactement. Ils sont là. Hein. Non, mais c'est vrai, c'est pas mon argent, tu vois. Je considère, en fait, pour moi, tu vois, il y a différents types d'entrepreneuriat. Ouais. Je pense que le secret, c'est investir. Moi, je suis pas attachée à l'argent. Tu vois ce que je veux dire si tu as de l'argent, c'est mieux. Si tu as un peu de thunes, c'est mieux. Prends-toi des experts qui vont vraiment être des experts. Retire-toi la charge mentale. Il y a plein de gens qui me disent pourquoi tu fais pas ton community management, t'es pas encore là. Enfin, tu vois, tu fais trop la meuf et tout. Non, parce que si je fais le community management, c'est 4 heures où moi je fais pas des trucs où vraiment mon entreprise. Moi, mon cerveau, il est trop important pour faire du community management. Tu vois, enfin, le community management, c'est hyper important. Attention, hyper important. C'est très dur. C'est très dur et c'est très très important. Mais c'est juste que déjà d'une, c'est pas mon expertise, et de deux, à quoi bon le faire moi? Et de toute façon, j'ai besoin de gens qui m'entourent. Bien sûr, il faut t'entourer de personnes qui sont pas tout faire. On voit aujourd'hui sur les réseaux, il y a un peu de tout. Est-ce que tu te sens influenceuse? Non, pas du tout. Tu n'es pas une influenceuse? Pas du tout. Mais elle n'a pas les codes. Pourquoi tu dis ça? Elle m'a influencé hier déjà. Je commence à changer, je me transforme. Je suis pasteur. Non, je suis pas influenceuse du tout. Ma community manager, elle se bat avec moi pour que je lui envoie des B-rolls. Tu vois, elle me dit, ouais, mais je sais pas, des B-rolls. B-rolls, c'est par exemple, des B-rolls, c'est des vidéos comme j'ai fait au début, tu vois, on est ensemble. Okay, ouais. Ou alors, je suis dans un miroir, tu vois, je me montre, je suis habillée, je vais dans un restaurant, je suis là, c'est comme si tu étais une influenceuse, hein, parce que les influenceuses, elles font ça. Hein. Ouais. Mais bon. Non, mais c'est pour ça qu'il dit, il a raison un peu. Elle propose un produit qui est important, surtout pour la société, quoi. Ouais. Elle transforme les gens. Alors qu'il y a les... Non, je dis rien. Moi, je continue. Tu veux dire quelque chose? Non. Parle à cœur ouvert. Non. Moi, tu sais, je suis ami avec tout le monde. Ah bon. On va froisser personne alors. Mais, non, on va froisser personne. C'est vrai, je sais pas toi ce que tu en penses, mais c'est vrai que tu vois, quand j'ai commencé, je disais... je mettais un point d'honneur à ne pas représenter ma boîte dans les réseaux sociaux, tu vois. Parce que je disais, moi, je suis pas coach. C'est moi, mais moi, je suis pas du tout coach. Pas du tout. Et je ne suis pas coach. Et je ne veux pas être la personne qui représente le fait que je vends de la prise de parole en public. Parce que moi, je suis pas coach, tu vois. Ma prise de parole, elle est pas à la hauteur d'un coach, quoi. Et tout le monde me disait, non, mais quand tu es entrepreneur, c'est toi l'ambassadrice, en fait, de ta marque. Et je te jure, je disais non. Et maintenant, c'est vrai. C'est vrai que, tu vois, je le vois dans les appels de call. Les gens, en fait, ils ont été voir mon site, ils ont été voir mes réseaux sociaux. Ils m'ont dit, ah ouais, j'ai bien aimé quand vous avez fait ça. La conférence, j'ai vu que vous faites ça, etc. Et alors, j'ai lu votre histoire. Non, tu vois. Et en fait, en vérité, tu vois, ils me demandent, ils me disent, vous allez être au bootcamp. Et c'est vrai que tu représentes, pareil que ce que tu disais au début, tu vois. Avant, tu étais derrière. Ouais. En fait, maintenant, tu es devant parce que c'est toi qui représente ta boîte. J'essaye. On a envie de savoir qui tu es. On a envie de connaître ta vibe, de connaître, tu vois, qui tu es, quoi. Oui, c'est vrai. Est-ce que tu penses que tu influences certaines jeunes de ton âge? Ouais, je pense que... les plus jeunes qui s'identifient à toi. Est-ce qu'il y a des jeunes qui t'appellent? Ouais. Qui te demandent des conseils? Ouais, après, je pense que j'ai vraiment... Tu sais, on a tous une mission de vie. Moi, je sais c'est quoi la mienne. Vous savez, la vôtre, c'est quoi?
Toi, c'est quoi? Moi, c'est un peu comme Maria, c'est accompagner les personnes à se développer, à se sublimer, à croire en elles. Donc, on a un peu des fonctions un peu similaires dans l'envie altruiste de faire que les gens se métamorphosent et deviennent la meilleure version d'elles-mêmes. Moi, je pense que c'est pareil. Je pense que l'histoire, c'est la même, quoi. Moi, je veux transformer, je veux accompagner des gens, je veux voir des réussites, en fait. Exactement. Je veux voir des milliardaires, en fait, dans la communauté française. C'est clair. Je veux voir des milliardaires. Ouais. Et toi, c'est quoi ta zone de... Dispatcher le bonheur et la joie, et la bienveillance. C'est poétique, très poétique. Très beau, ouais. C'est un politicien. C'est un artiste. Un artiste. On voit l'artiste. Ouais. Moi, c'est surtout créer des entrepreneurs. Ouais. J'ai envie de voir plein d'entreprises se créer par des jeunes. Ouais. Je crois que c'est important, ça. Ouais, c'est important, c'est clair. Mais je pense que c'est... Moi, c'est vraiment ça. C'est vraiment créer, tu vois, accompagner toutes les personnes qui ont envie d'être accompagnées à construire leur plus beau projet. Et tu vois, j'aime trop faire ça. C'est ma zone de génie. Donc, un exemple. Hier, j'ai eu un closing. C'est une nana qui me dit, ouais, donc elle a vraiment, tu sais, elle est un peu dans une zone où elle a manque d'impact, elle a envie, elle n'est pas employée, etc. Et tu vois, j'entendais, elle était un peu désespérée et tout. Elle me dit, ouais, mais moi, j'ai pas trop l'argent là pour ça et tout. Ouais. Et du coup, je lui dis, non, mais en fait, là, le premier problème, c'est ton positionnement. Il faut que tu saches d'abord c'est quoi ton positionnement. Du coup, je lui dis, bah, vas-y, viens, la semaine prochaine, on fait une heure de coaching, je te l'offre, il n'y a pas de problème, tu vois. Elle me dit, ah bon? Je pense qu'elle a dû se dire, au début, elle m'a dit, non, mais j'ai vraiment pardon. Non, je te promets, c'est pas une technique de vente. Vraiment, je ne suis pas en train de vouloir te closer dans un. Je te l'offre, cette heure de coaching. Parce qu'en fait, tu vois, ça me plaît de le faire. Je lui dis, moi, j'adore faire ça en vrai. Tu vois. Bien sûr. Tu fais tes formations en solo, en groupe, en ligne, en présentiel? En présentiel. En présentiel? En ligne, non? Non. Au début, on s'était dit qu'on allait faire les bootcamps en ligne. Et en fait, ça va à l'encontre de notre format. Ça, c'est comme tu me disais. Il y a des gens qui me disent, moi, je veux que ce module-là. Moi, je veux que la vente. vente. Elle m'a dit non. Non, j'ai dit non. Pourquoi? Parce que moi, mon truc, il est résultat au remboursé. Moi, c'est, tu vois, genre, je vends pas, encore une fois, je vends pas de la formation. Moi, je vends de la transformation, je vends de l'expérience et je sais que c'est le format qui réussit, tu vois. Donc, je veux pas faire un truc à moitié. Je préfère ne pas toucher d'argent que faire un truc à moitié, tu vois. Et c'est basé où? C'est basé dans ma tête, non. Non, mais ça, pour l'instant, on n'a pas encore les locaux parce qu'en fait, on est à Dijon, à Lyon, à Paris. Ouais. Tu vois, on a été en Afrique du Sud, au Mexique, donc pour l'instant. Ouais. En fait, mais comme tu disais, tu loues des lieux d'exception pour faire les formations. Exactement. Tout ça, donc c'est basé, c'est basé où c'est basé. En fonction de, ouais, exactement. Ok. Est-ce que tu peux faire un petit exercice là, sur moi? Oui. Non, sur nous. Non, là, non, on va étape. Moi, je vais faire la même chose. Étape par étape. Voilà. Un petit exercice de quoi? Mais de tes formations. Voilà. Pour la prise de parole. Moi, je suis une personne très timide, tu vois, même pour regarder les gens dans les yeux. Alors, qu'est-ce que tu voudrais, par exemple, transformer chez toi? Qu'est-ce qui te pose le plus de problèmes? Je suis devenu bavard quand même. Avant, ce n'était pas le cas. Prendre la parole devant un grand public. Ben ça, tu vois, par exemple, pour ce genre de problématique, moi, c'est vraiment l'exercice que je fais et que je refais. Après, encore une fois, moi, je ne suis pas coach. Hein. Bien sûr, j'assiste à mes bootcamps, etc. Oh, excuse-moi. À mes bootcamps, etc. Mais c'est vrai que pour moi, l'exercice qui marche le plus pour ça, c'est la respiration et la visualisation. Vraiment. Ouais. Et en fait, attendez. On va tous le faire. Combien de temps? Attendez, je vais mettre mon application. Parce que... la cohérence cardiaque? C'est pas où tu fais 30 secondes, là, tu respires pas, c'est ça? Non. Vas-y, mais non. C'est la cohérence cardiaque, ouais, exactement. Regarde, tiens, elle est encore allumée parce que je l'ai fait dans le Uber un peu, je vous ai pas menti. Ok. Donc voilà. Est-ce que tu peux le mettre face à la caméra? Ouais, bien sûr. Donc ça s'appelle Respire Relax. Et là, tu vas mettre un petit setup. Donc, moi, par exemple, je vais dans personnaliser. Hop, tu peux mettre 5, 6, 7 minutes. Commencer. Je reste 7 minutes? Non, on va le faire 1 minute par contre là. Sans respirer? Non, attends, je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer. Il y en a qui le font, ça. Donc là, on va minutes. Oui. Ah bon? Oui. L'apnée. Oui, l'apnée. Ah oui, l'apnée. Bah oui. Donc là, on va tous fermer nos yeux. On va faire une respiration au carré. Madame, t'as trop bien géré. Attention, en Afrique, ils avaient commencé comme ça, fermer les yeux. On connaît la suite. Je vous promets que je ne vais pas faire ça. Croyez-moi, s'il vous plaît. Ok. Et donc là, on va respirer en carré. Donc ça veut dire qu'on va gonfler le ventre
Ah, on gonfle. Oh ouais, parce qu'en fait, la respiration. Non, justement, il n'y a pas besoin d'abdos. On voit pas. Donc, on gonfle le ventre. En fait, il faut vraiment que ta respiration, elle passe pas par tes poumons. Il faut qu'elle vienne directement, tu vois, de ton ventre. Ok. Donc, quand tu inspires, tu gonfles ton ventre. Après, tu vas entendre le ting. Quand le ting, il est là, tu retiens ta respiration. D'accord? Donc, tu inspires, tu gonfles ton ventre, tu retiens ta respiration. Tu respires. Donc là, tu rentres ton ventre et tu respires par la bouche. Rentre ton ventre. Voilà. Et là, tu retiens. Ok, on va le faire en musique, ok? Commencez quand ça commence. Allez, on inspire. On retient. On respire par la bouche. On rentre le ventre. On retient. On inspire, on gonfle le ventre. On retient. On respire, on rentre le ventre. Bien, bien, bien. On retient. Voilà, on a fait 1 minute. Comment vous vous sentez? C'est relaxant, hein? Ça relaxe. Et c'est 10 minutes. Ouais. Et là, j'ouvre les yeux, comme si c'était plus éclairé. Oui, c'est... Ça change détend, ça relaxe. Toi, tu fais beaucoup, du coup? Pas tant que ça. Je connaissais, mais pas tant que ça. Mais ça m'arrive de le faire, ouais. Roger, tu as faim? Moi, j'ai fait l'apnée. Ah ouais? Ah, toi, t'as jamais repris? J'ai fait l'apnée. Ça fait du bien. Ça remet les idées en place. Ça fait du bien. Hein. Ouais. Et je te promets que si tu fais ça 10 minutes, vraiment, tu vas voir, ça transforme ton stress. Vraiment. Mais là, même, j'ai l'impression que je vois mieux. Ouais, moi aussi. C'est vrai. C'est beau. Ouais. C'est miraculeux. Bah, en fait, c'est pas miraculeux. Ça aide vraiment à se positionner, réguler le cortisol. Ouais. En fait, tu as un système sympathique et parasympathique. Et du coup, quand tu fais cette respiration-là, il se remettent à niveau et ça te permet de vraiment réguler ton cortisol. Donc, ça te permet de pouvoir te concentrer plus, d'avoir beaucoup moins de stress. Le cortisol, c'est le... En tout cas, moi, ma formation, je la prends. Je l'ai pris déjà depuis hier. J'attends juste mon programme. Roger, tu as pris une formation aussi? Je vais prendre une formation, il n'y a pas de souci. Okay. Parce que j'ai noté en fait une aura de bienveillance autour d'elle. Et ça, c'est très bien. Ça. Okay. C'est gentil, merci. Maria, merci beaucoup, Maria. Oui. On va aller un peu plus vers la vie personnelle. Je voulais savoir, est-ce que tu es mariée? Non, je ne suis pas mariée. Non, est-ce que... Des enfants? Non, pas d'enfants. Non. Comment vont tes parents? Ça va. Ils sont fiers de toi? Ouais, je pense qu'ils sont fiers de moi. Je pense que, tu vois, c'est pas ce qu'on se dit le premier, quoi. Oui, non, il y a la pudeur souvent. Ouais. Ils le ressentent. Je pense qu'ils se rendent pas compte aussi, tu vois. C'est vrai que dans mon comment dire, dans mon expérience d'entrepreneur, je reste quand même beaucoup à l'écart, tu vois. C'est-à-dire que je leur parle pas beaucoup de ça parce que j'ai beaucoup galéré. Enfin, tu vois, l'entrepreneuriat, quand tu te lances, tu galères beaucoup, tu vois. C'est vrai. Et, pour les protéger? Pour les protéger, ouais. Je veux pas être, tu vois, cette personne qui... Donc, tu montres toujours le côté positif. Ouais. Même, tu vois, avec mes sœurs, mes cousines, il y a des moments, j'étais pauvre. Mais pauvre, dans une pauvreté. Il ne faut pas faire pleurer les gens ici, parce que les entrepreneurs ont les histoires. Hein. Oui. Non, mais c'est vrai, tu vois, il y a des moments où j'ai trop investi, tu vois, je pense que je le referais comme... Non, je referais des choses un peu différentes, mais je le ferais quand même comme ça. Et tu vois, franchement, j'avais honte. Vraiment, il y a des moments, j'avais même rien, parce que j'avais tellement investi de mon argent personnel, j'avais pas d'argent, tu vois. Et j'avais trop honte d'en parler, tu vois. Même avec mes sœurs, même avec mes cousines et tout, tu vois. Ouais. Bon, après, ça n'a pas duré longtemps, tu vois, mais c'est vrai que, ouais, je suis pas trop... j'ai du mal, tu sais, genre, à parler de ça avec ma famille. Et l'Algérie? L'Algérie, je vais y aller là dans pas longtemps. Ouais, tu vas je vais me faire un petit bootcamp. Non, je vais pas souvent. Non, parce qu'en fait, en vérité, moi, tu sais, je suis partie à 17 ans. Et du coup, c'est vrai que même la France, je la connais que très peu, tu vois. Même l'Europe, tu vois. Parce qu'au final, quand je reviens en France,
je revenais pour voir ma famille, pour être ici parce que je travaillais beaucoup avec les équipes ici et tout. Et ouais, donc tu vois, je connais pas le Maroc, je connais pas la Tunisie, je connais, je sais pas Rouen par exemple. Moi, je sais pas qui connaît Rouen, mais tu vois. Finalement, tu t'es construite sur un système, en fait, on va dire latin et anglo-saxon, parce que pour Johannesburg, par exemple, tu n'as pas du tout cette éducation, si tu comprends ce que je veux dire, française. C'est pour cela qu'elle a ce côté très business. Ouais. Et souriant aussi, peut-être. Il y a ce Amérique latine. Très, ouais, c'est vrai. Aussi. Le côté souriant, c'est commercial ou ça fait partie de ta communication? Non, c'est son âme. J'arrive pas à ne pas sourire, moi, tu sais, genre vraiment. Même quand ça va pas, tu souris. Ouais, tu sais, j'ai du mal même à dire quand ça va pas. Parce qu'en fait, en vérité, j'ai vraiment tellement vécu. Il y avait vraiment une partie de ma vie un peu très sombre, tu vois, sur le côté personnel. Et là, tu vois, je souriais pas. Ça, je me rappelle d'une anecdote. Il y a quelqu'un qui m'a vu sourire. Ça faisait déjà quelques mois que je connaissais cette personne, tu vois, un ami, whatever. Et cette personne, au bout de 4 mois, elle me dit ouais, je t'ai jamais vu rigoler. Alors que moi, je suis la petite rigolote, tu vois ce que je veux dire? Moi, c'est vraiment tout. Tu vois, je m'entends bien avec tout le monde, j'ai toujours ri et tout. Et là, ça m'a fait mal, tu vois, je m'en rappelle encore 7-8 ans après, tu vois. Je m'en rappelle de fou. Et non, moi, c'est pas du tout pour le commercial. Tu sais, je vais dire, je pense que t'attires ce que tu es. Tu dégages. Ce que tu es, exactement. Et même pour la vente, même pour la négociation, tu vois, genre, on me demande des conseils, tu vois, quand j'interviens dans les conférences, on me demande des conseils sur la négociation. Moi, mon premier conseil, c'est ayez un plan B et ayez un plan C. Parce qu'en fait, quand tu es désespéré, quand tu veux vendre, la vente, c'est justement ne pas faire sentir que tu veux vendre, tu vois. Tu offres une solution. Tu offres une solution à des personnes qui ont besoin de ta solution, en fait. Et du coup, si tu te mets en mode vendeur, ça fait charreau désespéré. En fait. Ouais. Donc, c'est ça, tu vois. Genre, je pense que moi, je ne vends pas. Moi, j'offre une solution. Il y a 75% de la population qui a besoin de prendre des formations. S'il y en a 8 par bootcamp qui veulent venir chez moi, bah, tant mieux, tu vois ce que je veux dire. C'est bien. C'est une très bonne philosophie. Merci, Pétulard. Merci à toi. Tu retournes en Guadeloupe, là? Non, pas tout de suite. Pas tout de suite. Tu vas quand? Tu es encore là? Peut-être pendant cet été sûrement, mais pas tout de suite en tout cas. Là, je vais d'abord retourner chez moi. Je voulais te remercier, Maria, pour cet échange qui était très fructueux, un très beau parcours. Merci d'avoir répondu positivement à notre invitation. Merci à toi. Et Roger, toi, tu repars en Côte d'Ivoire? Non, moi, je suis ici. Toi, tu es ici? Il y a beaucoup de choses à faire ici. Il y a beaucoup de choses. Mais moi aussi, je suis ici. Et toi, tu vas sur le continent? Le continent, toujours. On y va. Obligé. On part, on revient. D'être venu. Et puis, c'est une belle personne. Ouais. Merci, c'est très gentil. Mais merci à vous, franchement, j'ai adoré. J'ai même pas envie de partir là. Venez, on continue. on continue. Le caméraman coûte cher. Merci Maria, à bientôt chez Quoi. À bientôt. À bientôt. Merci.